C'est vrai que c'est un super instrument, la basse. On le dit pas assez souvent. Merci à toi, A$AP Rocky. A$AP Rocky, bass, sur l'album, plutôt sur la mixtape Live, Love, A$AP, qui signifie en français vivre, aimer, aussi vite que possible. Voilà. Pas vraiment aussi vite que possible, en fait. A$AP, c'est pour Always Strive and Prosper. Ça veut dire, en gros, c'est bien de manger à sa faim. Voilà. C'est un beau message que nous envoie ici A$AP Rocky. Mais vous ne me voyez pas pendant ce long monologue, alors que vous pourriez me voir si j'appuyais sur cette touche. Salut à tous, c'est Karim Debache. Tais-toi, A$AP, tais-toi! C'est toujours la même chose. Tu lui donnes ça, et il est toujours là. Oui, je suis là, tout ça, je suis le mec de Rihanna. Oui, bah ça va. Merci beaucoup à toi. Alors attendez, parce qu'avant toute chose, comme au début de chaque stream, vous verrez que c'est une espèce de coutume ici, mais je suis quelqu'un de très poli qui par conséquent remercie les gens qui lui donnent de l'argent, que ce soit au travers d'internet ou par le biais d'une Maserati. Je vous remercie. Je remercie donc Scarpouette. Tu as un pseudo adorable qu'on a envie de papouiller, qui dit déjà 5 mois, c'est fou ça. Pourquoi dit-il ceci ? Pourquoi dit-il déjà 5 mois ? Parce que ça fait 5 mois qu'il est sub et ça fait super plaisir. Donc je te remercie beaucoup pour le sub que tu viens de prendre. Tu fais hyper plaisir et je te fais des papouilleries. Merci aussi à toi, El Roumi, le fameux Roumi qui a offert 10 subs, ce qui fait de lui quelqu'un d'extrêmement généreux et de sympathique. Il en a offert un au Fennec, un à Kakoum, un à Xenokay, un à Helen Wittertle, un à Darkarea, un à Tenshinban, un à Eikokot, un à Raikwa29, un à Afro Shiroshoya. Et pendant qu'il faisait tout ça, en fait, il y a un mec qui passait dans la rue qui s'appelle Erser9 qui était là, qui fait « Et moi ?» Et El Roumi, il a fait « Bah tiens, toi aussi ». Donc bienvenue à tous les amis, merci à toi El Roumi pour ta générosité, ta sympathie, ta souplesse, ta dextérité. Je pense que tu as plus 4 en intelligence. Merci beaucoup à toi, tu déchires, tu es généreux et tu es adorable. Merci aussi à Babloub pour le prime qu'il vient de prendre. Merci à Grégou pour lui aussi le prime qu'il vient de prendre. Ça fait 5 mois que tu prends des primes. J'espère que ces 5 primes te réjouissent autant que moi, parce que c'est super cool. Merci beaucoup à toi aussi, Ours des Sables, pour ton 3e mois de sub. Tu me dis des bisous que je te renvoie. Non, que je te renvoie pas, que je garde amoureusement et égoïstement au fond de mon cœur. Merci beaucoup à toi. Merci aussi à 42 Wolf, ça en fait des loups, qui nous dit le Sphinx. Merci Karim, écoute de rien. Pourquoi le Sphinx ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais déguisé en Sphinx ? Ah, le Sphinx dans l'intro, oui. Gros bisous à toi, merci beaucoup. Merci aussi à Bam8 Crew pour ton prime. Tu es quelqu'un de sympathique, mais je vais pas te le cacher, t'es quand même beaucoup moins sympa que Kim Jong-il, qui vient aussi de nous offrir un fantastique prime. Ça fait 5 mois, pareil. J'espère que tu te plais ici, Kim Jong-il, mais je pense que oui. Tu es de toute façon ma personne qui a sub préférée de la soirée et peut-être même de tous les temps. Merci à toi, tu es fantastique. Jean-Claude Merguez, t'es pas mal aussi, tu te défends, mais un gros problème, les épices. Moins intéressant, un peu plus piquant, et la chiasse du lendemain est toujours peu agréable. Merci aussi à toi, Mr. Fox, qui me dit « Hello, je passe en coup de vent, je te fais des bises. » Sympathie à toi aussi, Mr. Fox. Toi, je sais qui tu es, je t'embrasse très fort, c'est très gentil. Merci à Papy Brownie pour son prime. Merci à The Black Rider, qui me dit quoi ? J'adore tes directs super intéressants. Quoi qu'il se passe, tu es un puits de savoir et de connaissances, confiné comme ça. Gros bisous. Alors écoute, c'est un peu trop d'honneur, surtout quand tu vas comprendre le principe de ce live qui n'en a pas vraiment. C'est-à-dire que là, ça va être, je pense, très peu intéressant. Ça va aussi être avec des liaisons un peu extrêmes. Je suis dans ce genre de délire-là. Donc ça va être très peu intéressant. On va, en gros, improviser un petit live. On va improviser des sujets. En même temps, l'impro, c'est super sympa. Demandez ça à tous les humoristes de France et de Navarre, ils vous le diront. Merci à toi, Gong73 aussi. Tu me dis hello, je te dis de lu. Merci aussi à toi, Nicopol22, qui me dit bonjour, Abdel Satan. Monsieur est dans les bails. Tu connais plus. Alors, comment ça va ? Tiens, vous êtes là. Pendant que je sirote dans cette fantastique tasse Ghostbuster, vous reconnaissez la tasse Ghostbuster qui ne passait pas au lave-vaisselle. Vous la connaissez celle-là, elle est vraiment super. Elle est super et elle contient du café cette fois-ci, avec de la caféine. C'est rare que je bois de la caféine aussi tard, mais plus depuis que j'ai une nouvelle machine à café. J'ai un problème, les amis. J'ai un problème, je bois beaucoup trop de café. Ça va, parce que je bois pas mal de déca aussi, mais là c'est un vrai café, une vraie petite attaque qui se cache dans ce mug. Donc alors, salut Karim, j'espère que tu vas bien, me dit-on sur le chat. Oui, ça va. Ça va, là, ça va plutôt bien. Je suis sous caféine, quoi. Donc, là, ça va bien. Et toi ? Merci beaucoup à toi, MJ PCN aussi pour le prime. Donc, alors, je vous explique ce qui va se passer, parce que c'est toujours plus poli. Déjà, vous voyez que le setup a un petit peu changé. La caméra n'est pas exactement au même endroit. Le micro n'est pas exactement accroché avec le même système de fixation, ni avec le même bras. C'est un bras plus cher que j'ai mis ici. Les lumières sont un petit peu différentes et tout. Pourquoi ? Parce que j'ai un nouveau bureau, les amis. Et oui,
Eh oui, un nouveau bureau fantastique. Non, pardon, c'était vraiment pas voulu. C'est mon majeur qui est appuyé pendant que mon doigt. Ça m'arrive souvent. J'ai des problèmes de coordination. Tais-toi. Mais oui, donc j'ai un nouveau bureau qui est vraiment super. C'est un assis debout. Alors j'ai passé toute la journée d'hier à faire du cable management. C'est pour ça que j'ai pas streamé. J'aurais pu streamer hier parce qu'en ce moment je suis un petit peu en vacances. J'ai une semaine off en fait. Donc ça veut dire que j'aurais pu streamer hier, mais non, j'avais envie de monter ce magnifique bureau. C'est trop bien. Bon, il me manque quelques câbles. Il y a un gros jack qui est un peu trop court là pour ma carte son, mais c'est super. J'ai le réglage de ma carte son ici, j'ai mon stream deck là, j'ai mon petit verre de café qui n'est branché à rien, donc très simple en termes de câble management. Voilà, c'est super, donc je suis très content et c'est grand de ouf. J'ai pris un bureau genre 2 mètres sur 1 mètre. C'est extrêmement grand et j'ai accroché mes écrans avec des pinces qui font que je peux les tourner dans tous les sens, donc la technologie est extrême. Par contre, en dessous, il y a toujours un PC de merde. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que tout est cool, sauf l'outil principal, en l'occurrence le PC. Merci beaucoup à toi, Calégar, qui me dit mon être humain préféré après ma maman. Je prends la 2e place avec plaisir, mais c'est méchant pour ton papa et pour tous les autres gens de ta famille. Mais donc, du coup, voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devait faire déjà? Parce que vous voyez que le titre de ce live, c'est le live où j'ai pas eu le temps de finir de préparer le live. Des gigognes, des poupées russes. Oh là là, c'est vertigineux. Mais alors pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'avais prévu de streamer un jeu que ça fait longtemps que je voulais le streamer dans le cadre d'un Desork, c'est-à-dire d'un live qui allait... cette position est bizarre, mais en fait, vous allez voir, elle a du sens, c'est parce que je prends un objet. Mais je voulais faire un petit Desork sur The Thing. Je voulais jouer au jeu vidéo The Thing, parce qu'on est en octobre, et que je me suis dit, octobre, c'est Halloween, Halloween, c'est horreur, horreur, c'est quoi? Film d'horreur, mon film d'horreur préféré, The Thing de John Carpenter, qui a par chance eu droit à son adaptation en jeu vidéo. Merci beaucoup à toi, Frank Zappa, pour ta musique fantastique, et pour le sub que tu viens de prendre. Mais j'ai pas eu le temps de finir de le préparer, voilà. Je voulais faire un live sur le jeu vidéo PS2 The Thing, qui est une adaptation qui, en plus, est plutôt pas mal, d'un film qui est un chef-d'œuvre absolument fantastique et merveilleux. Et j'ai pas eu le temps de terminer ma petite préparation du truc, parce que évidemment j'ai envie de revoir le film. Mais ça, c'est le même problème que j'ai à chaque fois que je fais des trucs où je suis censé être un peu préparé. C'est que je me dis quoi? Je me dis, je vais jouer au jeu vidéo, je vais découvrir le jeu vidéo The Thing en compagnie de gens sympathiques. Entre parenthèses, c'est vous. Donc je me dis, je vais revoir le film The Thing. C'est la moindre des choses. Donc je revois le film The Thing. Mais je me dis, mais oui, mais je vais quand même pas juste revoir le film The Thing. Il faut que je revoie aussi la version de Nibi. Donc l'adaptation, la première adaptation du roman court Who Goes There. Mais là, déjà, ça rajoute 2 heures. Et puis après, je me dis, ouais, mais attends, je vais relire la nouvelle quand même. Donc, qui est en fait un roman court. C'est pas vraiment une nouvelle. Mais je vais relire le bouquin. Donc, et là, ça va me prendre 2h30, 3 heures. Parce que c'est pas très long, mais que quand même, il faut le lire. Et après, je me dis, mais oui, mais d'accord, mais si j'ai fait ça, je vais bien remater 1 ou 2 Carpenter pour avoir un petit peu plus de... D'accord, ok, c'est repartir sur ça. Et puis quoi encore? Après, voilà, ça ne s'arrête pas. Et donc, par conséquent, je n'ai pas eu le temps, en fait, de terminer. Le temps passe, ça jamais passera. Merci beaucoup à toi, Cylindre V12, pour le sub, en tout cas, le gentil message. Donc, tout ça pour dire que j'étais censé tester The Thing et vous parler de The Thing, vous parler de ce fantastique film d'horreur qui est pour moi vraiment le meilleur, tout ce qui se fait de mieux et ce qui s'est fait de mieux en termes de film d'horreur. Il y a aussi le remake, la suite, la version 2011 là, qu'il faut que je revoie aussi. Donc voilà, en tout cas, j'ai revu The Thing déjà. C'est toujours un chef-d'œuvre absolu et fantastique. N'hésitez pas à le voir parce que du coup, ce live qu'on n'est pas en train de faire en ce moment-là, on le fera jeudi. Donc jeudi, il y aura un live sur The Thing sous la forme d'un Desork, c'est-à-dire juste on parlera en découvrant le jeu que je ne connais pas ou quasiment pas. J'y ai joué juste vite fait, rapidement. Enfin, un petit peu. J'y avais joué un petit peu, mais c'était il y a longtemps. J'ai très peu de souvenirs. Là, je redécouvrirai un peu le jeu et en même temps, on parlera à la fois de ce qui se passe dans ma découverte du jeu, de comment ils ont adapté ce film qui est un chef-d'œuvre, et on parlera évidemment de l'original, donc du film, mais aussi de la première adaptation de Nibi / Hawks et du bouquin. Donc ça sera super intéressant, j'imagine. En tout cas, je pense que vous aurez plein de choses à dire sur ce fantastique film qui est merveilleux. Putain, je l'ai revu là, c'était un truc de ouf, c'était trop bien. Voilà, donc n'hésitez pas à le regarder, comme ça vous pourrez venir discuter avec moi de ce que vous avez vu. Il y a un caméo de The Thing dans Halloween Ends. J'ai pas vu Halloween Ends. Il faut que je voie Halloween Ends. Je sais qu'il faut absolument que je regarde. Trop chaud, Karim, comme d'hab. Ouais, ça va, tranquille. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai les cheveux gras? Non, c'est pas parce que je transpire. Merci beaucoup à toi, Captain Kinday, pour ton prime. Mais du coup, je me suis dit, oui, j'ai pas eu le temps. Je pensais vraiment avoir le temps. J'étais chaud. Et puis arrivé à 1h, je me suis dit, mais non, mais si je stream, sinon après, ça va me faire finir à pas d'heure. Je vais être tout fatigué et tout. Donc, autant repousser ça à jeudi, parce que j'ai pas vraiment de deadline. Donc, ça va, c'est cool. Je ferai ça jeudi. Et en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est une question qui m'a un petit peu... Je me suis dit, il y a peut-être... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue à un jeu vidéo? Oui, mais c'est vrai que je joue beaucoup à des jeux vidéo en même temps. Est-ce que je fais de l'IA? Oui, mais c'est vrai que je fais beaucoup d'IA en ce moment. Et je me suis dit, in fine, pourquoi pas juste... Attends, je vais agrandir le chat en fait, parce que vos messages pour moi disparaissent un peu trop vite à mon goût. Hop, je vais
faire un long chat, parce qu'en plus là vous avez lancé le train de boost. Alors je ne sais toujours pas complètement ce que ça veut dire, mais en tout cas je sais que j'ai envie de dire merci à toi Jeff Multivers pour tes beats que tu m'envoies en pleine gueule. J'arrête pas de prendre des beats que tu m'envoies. Tu me dis bonsoir Karim, encore une pépite la vidéo JDG dimanche dernier. Je vous adore les mecs et c'est très gentil. Je te fais des gros bisous, merci beaucoup, c'est très sympa. Anecdote Chroma. Mais non, parce que je peux pas passer des images de Chroma ici parce que je suis complètement en mode DMCA sinon. Je peux vous parler de Chroma, globalement, de la vie, de tout ça. En plus ça fait longtemps que je les ai pas revus, Chroma. Mais il y a des commentaires audio, encore une fois, sur Chroma. Ah, j'adore la caféine, putain. Gilles a dit que tu avais une anecdote à nous raconter, mais j'ai oublié le sujet. Alors, si Gilles ne vous l'a pas raconté et que il vous dit, ouais, demandez à Karim, ça veut dire que c'est un truc un peu honteux, peut-être, pour moi. C'est ça? C'est quand je me suis vomi dessus? Parfois, je me vomis dessus. Dans des situations absurdes, hein, des situations qui n'ont rien à voir. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ce que je fais déjà chez moi régulièrement, c'est-à-dire aller sur YouTube pour avoir un espèce de support de trucs vidéo, de vidéos qu'on peut mettre, et juste discuter de tout et de rien, des Nike Air Visa, de la traversée du désert ou du couscous de Yema, et mon cousin me dit, Karim, il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage. Sinon, la caféine fonctionne. Ce n'est pas une légende, ça marche vraiment. C'est des petites enfêtes qu'on peut donner un peu à tout le monde. Voilà, c'est super sympa. Merci beaucoup à toi, Hydralum, pour ton 3e mois consécutif de Prime qui me dit « Vive Chroma saison 2 ». Qui, je l'espère, arrivera. En plus, c'est vrai, c'est sérieux. J'espère vraiment que ça arrivera. On a des projets. Hein. On avance sur des trucs qui sont pas exactement... Tiens, ce bon vieux Monté de Linguistic AI qui m'envoie un petit raid. Merci beaucoup à toi, Monté. Je t'embrasse très très fort. Merci pour ce raid. Ma chère Étendre était en train de te regarder il y a peu, Monté, tu étais en train de streamer. Mais je te fais des gros bisous et j'embrasse évidemment tous les gens qui viennent de chez toi. Bienvenue à tous les Montézo-fans. Karim, ça fait plusieurs fois que je demande ça, mais à quand des séances de regardage de nanar à la manière de ta vidéo sur The Room? C'est prévu aussi, c'est un truc qui est prévu aussi, mais j'aimerais bien prendre un peu le temps de préparer une première, genre faire une petite interface, etc. Parce que l'interface de The Thing, par contre, elle est faite. Donc ça veut dire quand on pourra faire du The Thing, je serai comme ça. Waouh, ça sera trop bien. Et il y aura le jeu à la place de cet écran noir qui ne dit rien parce que j'ai pas fini de le préparer. C'est cool, hein? Donc voilà, ça sera ça. Mais pour l'instant, non, vous avez juste droit à ma grosse gueule. Mais ma grosse gueule, avec peut-être un peu de YouTube, ça peut être sympa. Donc on peut regarder des trucs, alors qu'est-ce qu'on peut regarder d'intéressant? Attendez, déjà je vais refaire un petit peu, hop, mon truc là, papa pouf, des vieilles émissions pub chill sur YouTube. Pourquoi pas? J'ai envie de te dire pourquoi pas. Qu'est-ce que vous me dites d'autre? Ouais, ça peut être sympa. Moi, il y a des trucs parfois. Moi, je procède parfois à des. En fait, ce que j'adorerais faire sur YouTube, comme je vous le dis maintenant, sinon je vais oublier, c'est j'adorerais commenter discuter de clips. Je trouve que c'est un truc où on n'en parle pas assez des clips, alors que c'est une forme d'expression artistique hyper intéressante. Et ça mérite qu'on s'attarde sur les clips qui sont faits en ce moment, parce qu'en plus, il y a plein de choses qui se passent dans l'histoire du clip. J'adorerais commenter ça. Sauf que, évidemment, qui dit clip dit musique. Et qui dit musique dit prison. Dit prison, puisqu'il est interdit de passer de la musique sur Twitch. Et par conséquent, voilà. Donc, ou alors, on fera sauter la VOD. Peut-être, j'organiserai ça peut-être où on fera sauter la VOD. Je le mettrai sur une piste qui passera pas en VOD. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que tu penses du drill rap? Je trouve ça super sympa. J'écoute de la drill, j'ai écouté à l'époque du Pop Smoke, à ne plus savoir qu'en faire, du je ne sais pas, du ce que tu veux, du Chief Keef. J'écoutais du Chief Keef à l'époque où ça commençait. I'm being sober, one in the morning. Et en France, c'est cool, il y a Frisk Orleans. En drill UK, il y a des trucs sympas aussi. Voilà, donc j'aime bien. Les clips musicaux, trop bien. Mais oui, ce serait hyper cool, quoi. Mais non, il faut que je trouve des trucs qui soient pas trop DMCA. Moi, ce que je fais souvent... Alors, attendez. Je vais... du coup, là, j'avais tapé quoi? Non, j'avais rien tapé. C'est pas grave. Hop. Si je fais ça, les gars. Mais oui, vous voyez YouTube. C'est bien, hein. C'est super bien. Mais par contre, c'est devant vous. Alors, attendez. Est-ce que je le laisse devant vous? J'ai un autre truc où c'est genre YouTube en gros et moi en petit, comme ça. Waouh. Wow. Je suis chiant de ouf. Hein. Je suis hyper chiant. Mais donc voilà, donc vous pouvez voir Turn Down for What, un sujet de discussion sur le clip de Turn Down for What. Pourquoi pas, le clip étant réalisé par les réalisateurs de Everything Everywhere All At Once. Stream de professionnel, t'as vu ça? Voilà. J'ai une vie extrêmement triste. Extrêmement triste.
C'est faux, je suis plutôt de très bonne humeur aujourd'hui. Mais donc du coup, on peut taper des trucs dans cette barre de recherche. Vous avez vu comment c'est fou? Alors pour ceux qui ne connaissent pas YouTube, alors déjà vous pouvez voir que j'ai tapé plein de trucs, évidemment en rapport avec les IA, puisque c'est mon sujet du moment. On peut aller voir un petit peu ce qui se dit sur les IA, sur les, tu vois là, il y a une vidéo qui m'est proposée qui est How to make. Ok, t'as une question pour nous. Ah oui, qui dit YouTube dit aussi la publicidad. Eh ben, c'est pas grave, on va se taper de la publicité, c'est toujours ça fait plaisir. Moi j'ai envie que XR Motion ait de l'argent grâce à moi. Donc voilà, on peut discuter des intelligences artificielles, même si c'est un truc, on en a beaucoup parlé quand même ces derniers temps. J'aimerais bien qu'on change un peu de sujet de conversation. Il y a peut-être des bandes annonces, par exemple, des bandes annonces de films que vous voudriez me montrer. Je suis ouvert à tout, sauf à de ce qui pourrait me mettre en prison. Donc si vous pouvez... Ah, il fait un petit tuto sur comment faire effectivement des animations en IA. Alors comment il utilise quoi là? C'est quoi ça? Attendez, est-ce que c'est sympa? Ah, c'est des forums. Donc, il utilise des forums. Ouais, je vous montrerai ça une autre fois. Non, c'est pas très intéressant, les IA, on les a beaucoup fait. Est-ce que vous voulez entrer dans mon monde de fou? Parfois, je fais des trucs un peu fous sur Internet, sur YouTube. Je vais vous montrer quelque chose que je fais et qui m'amuse énormément. Je recommande à tous les gens du monde de taper instru fauve. Ok? Ah, vous vous dites, mais c'est juste, c'est quoi? C'est une instru de fauve? Non, parce qu'après, vous pouvez ouvrir un deuxième onglet. Vous pouvez retourner sur YouTube. Et vous pouvez taper. C'est quoi? Comment il s'appelle? Alain de Benoît? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas Alain de Benoît. Alain de Benoît, c'est un mec chelou. C'est comment il s'appelle? Gérard de... Merde. Attendez, je vais retrouver. De Benoît. De Benoît sketch. Olivier de Benoît, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Je vous recommande vraiment, mais extrêmement vivement, de faire cette expérience. En fait, YouTube, ça a longtemps été des trucs de... comment dire? Ça a longtemps été pour moi des trucs de délire de il est tard. Voilà, on est vraiment à bout de nerfs, on va mettre des trucs qui nous font un peu rire. Et j'ai trouvé ce truc-là. Ça a été repris par des copains à moi qui en ont fait une vidéo compilée sur YouTube, mais c'est vrai, je suis à la source de la découverte incroyable de si tu mets une instru de fauve. Alors attendez, parce que je vais voir juste si le son fonctionne, c'est pas dit encore. Non, le son fonctionne pas. Je vais juste vous mettre le son. Si je fais ça, clac. Là, vous entendez le son? Vous entendez ça? Pas mal. Ok, vous avez le son. Donc, si vous lancez en fait cet instru en même temps que n'importe quel sketch de Olivier de Benoît, ça donne une œuvre expérimentale absolument incroyable. On dit souvent dans un sketch, les 3 premières minutes sont les plus dures parce que le public n'est pas chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Ça tue, hein. Je peux cacher le truc, cela c'est juste le son. Mais... Vous êtes franc, on va attendre 3 minutes. Le thème de mon sketch traite des rapports hommes-femmes. Je pars du principe que les hommes sont malmenés par la gente féminine. Plus fort, attendez. Plusieurs siècles. C'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques nord-coréens, donc c'est vrai. Il faut respecter la science. Je suis d'ailleurs dans le Marais à Paris, un quartier où certains ont fait un choix fort. Le choix de la tranquillité, peut-être. Je pense également que les femmes ont pris le pouvoir parce qu'elles ont plus de talent. Est-ce que vous n'êtes pas content d'être venu juste pour ça? C'est normal, c'est l'étonnement. Alors dans les rapports hommes-femmes, on a le mariage. C'est souvent que le mariage est un cercueil dont les enfants sont les clous. Voilà. Je vais la laisser, hein, parce que là, j'aime beaucoup ce que je vois, en fait. Non, mais juste avant, est-ce qu'il y a des hommes mariés ce soir? Je m'ai demandé s'il y avait des gens malades. Il y en a 5 ou 6, mais c'est la soirée Pinocchio, les mecs, qu'est-ce qui se passe? Bienvenue à Montreux. C'est génial, hein. C'est le silence des anneaux. Je viens là. Je viens de la trouver. Alors je vais témoigner, on en parle juste après. Il a un flow de malade. Chérie, je t'aime. Mais j'ai quelques remarques à te faire. Une cinquantaine. Dans un premier temps. Excuse-moi, est-ce que tu peux arrêter de ranger pendant 5 minutes, là? Est-ce que je range, moi? Est-ce que j'ai déjà testé avec du bigard?
ça marcherait moins bien. Il y a le flow d'Olivier de Benoît qui est vraiment excellent. J'en ai marre d'avoir à quémander. Il faut quoi pour coucher avec toi? Un permis de construire? Parce que ouais, j'en ai marre, tu baisses comme un lapin. Mais comment tu peux me juger en 20 secondes? t'as des bribes de vannes en fait qui t'arrivent dans le cerveau. Que tu fasses un régime, d'accord, ma chérie, tu en as besoin. Mais je ne suis pas ton partenaire minceur. Moi, j'en ai marre de tous tes produits light. Tout est light dans l'appartement à part toi. Dommage. Et en fait, le truc qui est assez ouf, c'est que de l'humour, ma chérie, quand je mets sur ma liste pour Noël une prostituée. quelle que soit la façon dont vous le synchronisez, Je ne crois plus au Père Noël. ça a toujours l'air calé sur la musique. Ce qui est une anomalie statistique. Merci à toi, 745, pour ton prime, tu déchires. Pourquoi on fait pas l'île de la tentation? Mais c'est pas grave si on paie. J'ai l'impression que notre couple est à un tournant et toi tu vas droit into the wall. Tu viens le prêtre nous a dit vous vous mariez pour le meilleur et pour le pire. Je te pose la question, c'est pour quand le... Bon, je suis pas le seul. C'est une fiction, tout ça peut ne jamais vous arriver si vous m'écoutez ce soir. Ça marcherait avec un discours de Pécresse. On peut lancer ce concept. Everything with Fauve. Merci à toi, Bal TV, pour le prime aussi. Et merci à toi, Lucas Chapour, pour le prime également. Vous déchirez. Tu dis merci, mon Karim, t'es le meilleur. De rien, les amis. De rien, les amis, c'est un grand plaisir. Messieurs, vous allez écrire des petites choses. Vous allez écrire des petites choses qui vous tracassent au sujet des femmes, d'accord? Et on fera le contraire après. Alors, question. Alors, je coupe, c'est bon. On a compris le principe. Vous avez vu, c'est marrant. Bonjour. Vous avez vu, c'est marrant. Alors, voilà, donc ça, c'est très sympathique. Il y a d'autres expérimentations, des trucs sympas qu'on faisait avec Rufus aussi, que je vais vous montrer dans pas longtemps. Question, comment as-tu trouvé ça? J'ai eu l'idée, voilà. J'ai écouté un jour, je sais plus pourquoi, chez Gilles, on devait être en train de regarder du Olivier de Benoît. Et je me suis dit, ouais, ça marcherait trop bien avec du Fauve derrière. Et j'ai testé, et effectivement, ça marchait de ouf. Merci beaucoup à toi, Ankazir, pour ton prime. Voilà, je pourrais en rester là. Ça pourrait être une fin de live, ça fait une demi-heure. Vous êtes venus, vous avez eu ce truc absolument merveilleux, et vous-même, vous savez que même si je coupe le live maintenant, c'était pas gâché. C'était pas gâché du tout. Voilà, c'est vraiment génial. Ton casque a l'air tellement confortable. Oui, complètement. Il est fait littéralement en peau de bébé. Donc, oui, il est très doux. Voilà, donc, alors attendez. Un coup chez Gilles, à chaque fois, le début d'une idée incroyable. Souvent, il s'en est passé des choses dans ce petit appartement parisien. Alors, du coup, ce que je peux faire d'autre, oui, il y a d'autres saveurs que je vous propose, notamment. Alors, attendez, il faut que je trouve. Séance d'hypnose. Attendez. Hop, alors ça. Chez les Hawkers, tant qu'il y a un image. il y a de l'espoir. Gérer tout. Donc, tu prends des vidéos d'hypnose et t'en mets plusieurs, mais tu changes le volume de chacune. Vous comprenez? À votre rythme. C'est un pas un peu plus léger. Les sensations deviennent plus précises. Que vous reprenez le chemin de votre vie. Et disparaissant, plus d'obligations. Non, il n'y a pas d'obligation à penser. Et vous pouvez observer à la place votre respiration. Là, j'en ai mis 4. C'est le grand max. D'habitude, j'en mets 3 et c'est déjà très satisfaisant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces métronomes qui battent la mesure quand on joue d'un instrument, du piano. Voilà. Mais là, c'est un peu une blague parce que c'est volontiers un truc. C'est pas fort du tout. Ah ben, il suffit d'augmenter. Il suffit de mettre un peu plus de volume. À un moment où on oublie totalement de penser et on observe ce va-et-vient régulier, ce balayage du métronome, et l'observation remplace la pensée. Et c'est comme si on arrivait dans une sorte de rêvasserie. On nous dit, tu es dans la lune, tu pensais, mais non, on ne pense plus. On était ailleurs. Ça, c'est pas mon idée. Ça, c'est une idée de Rufus. Dans un train, on regarde le paysage qui défile et que le temps cesse, lui, de défiler. On est ailleurs, dans les nuages, la lune, peu importe. On ne pense plus, mais on est bien. On est là. Un peu rêveur. Voilà, allez, ça sera tout pour les bêtises. Donc voilà, c'est ce genre d'expérimentation que je fais. Et un truc que je fais et que je ne peux pas faire. Tais-toi. Oh mon Dieu, je l'ai fait taire une fois, mais il continue. Tais-toi. Cette progression. Calmez-vous.
Calmez-vous, vous m'avez l'air stressé. Il y a un autre truc que je fais qui est vraiment hyper cool, mais ça demande beaucoup plus d'expérimentation pour que ça fonctionne. Et aussi, je peux pas le faire sur Twitch, c'est que je mets des chansons sur d'autres clips. Typiquement, vous prenez une chanson je sais pas, vous prenez Patrick Sébastien et vous mettez un clip de Booba. Et régulièrement, vous allez voir que les voix sont un peu synchrones avec les mouvements de lèvres. Et c'est absolument fantastique. Voilà. Mais ça, c'est plus compliqué et je peux pas me permettre de le faire. Voilà. Est-ce que c'est la NES Lego derrière moi ? Oui, c'est absolument la NES Lego derrière moi avec un petit mini Bowser qui est ici, toujours en Lego. Et au-dessus, il y a quoi d'autre ? Oui, il y a le petit Mario Lego aussi au-dessus là. Il est cool, hein ? Voilà, alors attendez, du coup on va se remettre un petit peu de vidéo et on va regarder, je sais pas, des trucs. Alors maintenant je m'en remets à vous, là je vous ai fait un petit peu mes petits plaisirs. Et là vous pouvez demander des trucs, donc je regarde le chat, des bandes annonces, des trucs comme ça, pas de clips malheureusement. Dans ce genre-là tu as le fameux Les Sardines sur un live des Foo Fighters, bien sûr. Alors c'est un mashup assez connu celui-ci, mais c'est Patrick Sébastien, ça va un peu avec tout. Nous on a beaucoup passé de temps avec Usul à l'époque, à jouer à Soul Calibur avec du Patrick Sébastien comme musique. Et c'est absolument fantastique. Karim, j'ai vu le serment de Tobruk par ta faute. Est-ce qu'on peut en parler ? Alors, Albatar Junior, on peut discuter de tout, déjà. Tu as déjà parlé de la bande-annonce de... Non, ça, c'est une bonne idée, tiens, la bande-annonce du film Mario. On va discuter de la bande-annonce du film Mario. Alors, parce que... le serment de Tobruk, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un documentaire sur la guerre en Libye par Bernard-Henri Lévy, qui est vraiment un des pires films, et je dis film, c'est-à-dire documentaire, fiction, compris tout. C'est une des pire création audiovisuelle de l'histoire du monde, donc je le recommande volontiers juste à cet égard-là. Merci beaucoup à Damante7 pour ton sub, tu déchires, c'est ton 3e mois d'abonnement. Et tu me dis bonsoir, je te dis bonsoir à toi. Ouais, hyper chaud, hyper tendu le serment de Tobruk si vous avez l'occasion. Et oui, c'est abject, c'est horrible, c'est dégueulasse, c'est très mauvais. C'est très mal fait, même en termes purement formels. Au-delà de ce que ça raconte, ce qui est absolu, c'est horrible ce que ça raconte. Mais déjà, ça, c'est dégueulasse. Mais alors, la façon dont c'est fait est absolument... vous voyez ce que je viens de faire en fait avec cet hypnothérapeute, ce mec qui fait de l'hypnose, c'est ça, la voix off de BHL qui te reste dans le crâne pendant des années après. Moi, c'est horrible, c'est un traumatisme ce film. Merci beaucoup à Jego aussi pour son Prime. Vous savez que quand j'ai vu Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy, je me suis dit mais c'est pas possible de faire pire. Et en fait si, mais que lui, il est dans un espèce c'est rare de tout rater comme ça. J'ai jamais vu une seule de ses pièces de théâtre. Peut-être qu'elles sont mieux, hein. Mais au cinéma, c'est très rare d'avoir un auteur aussi mauvais dans tout ce qu'il essaie de faire. C'est un truc de malade. Alors, attendez. À côté, un taxi pour Tobruk, mais ça n'a rien à voir. Voilà. C'est un génie du mal. Peut-être. Hein. La méta BHL. Mais donc, on disait, oui, le trailer de Super Mario, ça peut être intéressant. En plus, je l'ai regardé un petit peu d'un œil à moitié fermé. Donc si je tape Super Mario Bros trailer, bon, c'est pas... Alors, ouais, est-ce que c'est cool ? Je sais pas. Déjà, bon, mon opinion a pas grand intérêt, hein, de toute façon, parce que c'est pas... Enfin, je suis pas non plus... J'y ai pas réfléchi tant que ça. Donc là, ils ont l'air... Parce qu'elle est trop bien. Ah, d'accord, elle est mieux. Ah, c'est la VO de Mario que vous trouvez nulle, d'accord, j'avais compris l'inverse. Donc du coup, d'accord, la VF est mieux, oui. Ah oui, la VF est carrément chouette. Elle est très proche en fait de ce que je m'attendais à ce que ça devait sonner Mario dans ma tête. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Beaucoup d'Américains ont dit qu'ils préféraient la VF. Ah ouais ? Merde, attendez, pardon. Ça repart sur Sonic le film 2. J'ai même pas vu la bande de Sonic le film 2, mais ça je m'en fous un petit peu plus. Là c'est intéressant parce que justement ça peut être comparé à ce qui a été fait par le passé, à savoir donc les séries d'animation et le film live que j'ai chroniqué dans Crossed, quoi, qui est Super Mario le film. De ce que j'en vois, après, c'est évident. Mais après, moi, je sais pas. J'ai du mal à être hypé par ce que je viens de voir parce que moi, ce type d'image-là, c'est souvent lié dans ma tête à du gameplay qui me donne envie. Et donc là, forcément, c'est un film, donc il n'y a pas d'idée de gameplay. Et du coup, j'ai pas grande raison de m'enthousiasmer parce que ça a l'air d'être à peu près ce que je m'attendais à voir d'un film Mario. C'est Seth Rogen, donc, qui est derrière. Il y a tout un bail comme ça. J'ai quand même l'impression que Détective Pikachu, ça a débloqué un truc chez les mecs, où ils se sont dit que du coup ils pouvaient faire des trucs. J'imagine qu'il va y avoir plein de blagues méta. Moi alors ça, pour le coup, ça c'est le truc qui m'intéresse. Merci. Attendez, ça fait un moment que je vous ai pas... Est-ce que quelqu'un a sub ? Oui, Abiante, merci beaucoup pour ton 3e mois d'abonnement. Tu me dis hello Karim, j'ai pas souvent l'occasion de te voir en live, mais je rattrape en VOD. Toujours un plaisir, des bisous. Du coup, je t'embrasse très fort, c'est très gentil. Et Mister Crêpe aussi, merci à toi pour ton 6e mois d'abonnement. Tu me dis 6 mois, incroyable. Merci pour tout, Karim. Dans 2 fois ça fera 1 an et crois-moi, ça arrivera plus vite que ce qu'on imagine. Le Super Smash Bros Univers. Tu crois qu'ils vont faire des crossovers au cinéma entre Sonic et
et Mario, ce serait fou, ce serait complètement fou. Merci à toi Yolda Baoth pour ton 12e mois d'abonnement. Tu me dis toujours présent, tu es toujours dans la place et je t'embrasse très très fort. Il paraît que le film Tic et Tac est sympa. Oui, moi je l'avais trouvé plutôt sympa, en tout cas plutôt généreux. Ouais, c'était pas un chef-d'œuvre, mais j'avais trouvé ça plutôt généreux et plutôt bonne ambiance, quoi. Donc j'avais pas été trop déçu par Tic et Tac. C'est ultra méta aussi, et c'est Tic et Tac, il y a vraiment tous les trucs qui en théorie m'énerveraient. C'est-à-dire si on m'avait vendu exactement le film en me racontant ce qui se passe dedans sans que je le voie, je me serais dit putain je vais détester ça. Et en fait j'avais trouvé ça plutôt sympa, mais j'étais dans un bon mood pour le voir et tout. Donc c'était cool, c'était une expérience assez rigolote. Mais tu sens que ça a été complètement là pour le coup quand tu vois Tic et Tac, tu ressens que Détective Pikachu ça a débloqué un truc, quoi. Que Ryan Reynolds ça a débloqué un machin on peut faire en fait des trucs à la fois populaires qui peuvent toucher les grands et les petits avec tout un jeu de réseau de références, etc. ultra méta. Moi, sur le principe, ça m'énerve parce que je trouve que c'est un peu le mal des blockbusters d'aujourd'hui. Donc, dans le fond, ça me déplaît un peu. Après, de fait, parfois, il y a des tentatives assez réussies, je trouve, dans ce type de délire-là. Et je trouve que Tic et Tac, ça en faisait partie. Merci à toi, Fa, oui, pour le 5e mois d'abonnement. Merci aussi à Kung Fei pour son 3e mois de sub. Vous déchirez tous, vous êtes extrêmement généreux comme d'habitude et sympathique. Jalfef, merci à toi. Tu me dis salut Karim, toujours un kiff de mater tes streams vidéo, hâte de voir tes prochains projets. Moi aussi. J'ai hâte de voir, moi aussi, mes prochains projets. On bosse toujours, hein, on est toujours sur des trucs, on essaie, mais ça avance, il y a des choses qui avancent. Donc ce que je disais, c'est que oui, je me demande, en fait j'ai peur juste que ce soit plein de refs à balles pendant tout le truc, parce que là donc Todd il dit bon c'est pas ce champignon là qui va te tuer parce qu'il est un peu bleu, parce que ça fait référence au champignon qui tue et tout. Est-ce que ça va être que ça? Et en fait face à l'absurdité mais je dis ça pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais à l'absurdité mais Mario n'a pas son petit cul rond, quel dommage. Un vrai problème. Je pense qu'il va y avoir de longs débats sur Reddit sur pourquoi. Merci beaucoup à toi, Dwidy, aussi pour ton 6e mois d'abonnement. C'est 4e mois consécutif, t'es très généreux, c'est très sympa. Mais donc, il y a la complexité, mais que je soulevais déjà quand je parlais du film, du premier film des années 90. C'est en fait, t'arrives dans un univers quand même. L'univers de Mario est complètement fou, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça fonctionne très bien dans les jeux vidéo Mario, mais c'est absolument n'importe quoi parce que simplement, il s'est construit sur juste qu'est-ce qui était pratique pour faire du gameplay avec. Donc, ils ont développé, et c'est d'ailleurs, je pense, l'exemple le plus probant de ça, c'est-à-dire un jeu vidéo où tout ce qui se passe en termes de lore, en fait, répond à des nécessités de gameplay. Ensuite, le truc a évolué, ça a donné ce que c'est aujourd'hui. Mais globalement, c'est ça la base. Donc, quand on te file ça, aujourd'hui, en 2022, la crainte, dans les années 90, ils ont pris ça de façon un peu trop littérale, et donc ça devenait un truc glauque, parce que quand tu prends l'univers de Mario et que tu te dis « Ah, et si c'était dans la vraie vie ?» ça donne un truc glauque. Donc ils sont allés dans cette direction-là, qui est un choix. Moi, j'ai critiqué le premier Mario dans mon épisode. Merci beaucoup à toi, Aldo, pour ton 7e mois d'abonnement. Moi, le premier film Mario, je m'en moquais un petit peu dans mon épisode de Crost à l'époque, mais en vrai, il y a des démarches quand même qui sont intéressantes, et puis surtout, c'est très compliqué comme projet. Surtout dans les années 90, beaucoup moins maintenant. Dans les années 90, c'est un projet qui est risqué et compliqué en fait. Donc ils sont partis sur une démarche que moi qui me fait rire parce que du coup c'est drôle quoi de voir que Yoshi c'est un vrai dino et tout. Mais en soi c'était la direction un peu chelou des années 90. Et là en 2022, la vraie crainte que j'ai, c'est quant à ce projet-là et quand ça arrive sur des mecs qui ont un petit peu de second degré, un petit peu de dérision, est-ce qu'on va pas très vite vriller vers quelque chose de complètement métatextuel et de complètement parce que moi c'est ça l'intertextualité dans le cinéma moderne, dans les blockbusters modernes, c'est ce qui souvent me refroidit beaucoup. J'ai un peu peur de tout ça, cette espèce d'impression je regarde un film où tous les gens qui ont bossé sur le film sont complètement conscients du fait qu'ils sont en train de faire un film et te le font bien comprendre quoi, pendant tout le film. Moi, Star Wars, ça me dégoûte maintenant à cause de ça. Merci beaucoup à toi, Worst Gamer Ever, pour le 3e mois d'abonnement que tu viens de prendre, je t'embrasse très fort. Star Wars, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois en stream, mais c'est un des trucs qui vraiment me bloque, mais de ouf quoi, qui est que j'ai l'impression que les personnages ont vu les films précédents, c'est insupportable. Et là, j'ai peur de voir un moment où les 3/4 des répliques du film, en fait, sont des trucs qui te font comprendre que oui, on est bien en train d'adapter le jeu vidéo. Ceci étant dit, je précise quand même je fais rarement, vous avez vu, déjà je fais très rarement d'actualité, et je fais encore plus rarement des trucs sur des bandes annonces, parce que pour moi, ça n'a pas grand sens d'offrir un point de vue critique sur une bande annonce. Donc je préfère prendre cette précaution de langage là et vous dire que vraiment, je pense que ce que je dis là est probablement faux. Et il n'y a aucun moyen pour moi d'être sûr de ce que je dis. Commenter des bandes annonces, ça a vraiment très très peu d'intérêt, en vrai. Je le fais là parce que j'ai pas eu le temps de préparer mon super live sur The Thing qui aura lieu jeudi. Donc, mais ça m'amuse. Mais comprenez bien que tout ce que je dis est vraiment à prendre avec des grosses parenthèses, que j'ai aucune opinion sur le film, que c'est peut-être un chef-d'œuvre ou peut-être une effroyable merde et que j'en sais absolument rien. Je discute quoi. Mais voilà. Mais du coup, ouais, c'est un peu bizarre.
de partir sur l'idée de faire ça. Alexis Blanchet avait dit qu'il voulait faire une sorte de sous-Tortue Ninja, d'où le côté sombre. Tu parles du film des années 90, bien sûr, qu'il y a effectivement le précédent Tortue Ninja, le film, qui offrait une version dark d'une licence qui était très appréciée des enfants, qui était Tortue Ninja. Mais dans Tortue Ninja, ça avait un peu de sens parce qu'en fait, le côté dark, il colle plutôt bien avec l'univers des Tortues Ninja, puisque c'est ce qu'il était à la base déjà dans les comics. Il était un peu sombre. C'est plus le côté petit déjeuner de dessin animé, qui est un travesti du truc de base. Mais donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je voulais dire que du coup, j'ai pas beaucoup d'opinions et que j'attends de voir ça. Ready Player One, je suis sorti furieux du cinéma, nous dit Moto Rouge, mais j'étais en groupe, je voulais pas casser l'ambiance. Écoute, moi Ready Player One, je trouve pas ça nul et j'aime bien en fait Ready Player One, mais j'ai entendu beaucoup de critiques, notamment de la part de Sébastien Rassia, pour ne pas le citer, qui n'est pas du tout fan du film, et je comprends les reproches que la plupart des gens font à Ready Player One, qui est que justement il y a ce côté Stranger Thingy de la surballe de référence qui est vraiment un peu trop extrême, même si là c'est le concept aussi du film, cette espèce de délire de l'Oasis. Mais je comprends, j'aime bien Ready Player One pour plein de raisons, mais je comprends que nombre d'aspects du film aient pu déplaire. Mais je le considère pas comme complètement symptomatique du problème dont je parle, qui est que les blockbusters sont pourris d'intertextualité. Merci beaucoup à toi The Fanfare pour le sub. Tu me dis quoi ? Tu me dis yaï, des bisous Karim, t'es le best. Merci beaucoup à toi, je t'embrasse très très fort. Mais du coup ouais, c'est ultra fan service Ready Player One, mais il y a quand même ce côté je sais pas, j'ai ressenti un côté plus sincère que dans le reste de ces films là. Les licences qui en souffrent vraiment, je trouve que vraiment le Star Wars c'est la figure de proue des problèmes. C'est vraiment le truc le plus représentatif de ce souci là, je trouve, qui est que effectivement quand un personnage de Star Wars, la post-logie, regarde le Faucon Millennium ou s'adresse à Chewbacca, il s'adresse pas à un personnage du film dans lequel il s'adresse à une version fan-film du personnage qui a été régurgité par toute la pop culture. Il s'adresse à des icônes de pop culture et c'est très désagréable en fait dans un film comme Star Wars, surtout qui te promet vraiment de l'évasion, d'aller très loin dans des univers lointains, etc., de se retrouver confronté à la réalité de la fabrication du film, c'est très désagréable, je trouve. Il y a un peu ça dans un peu tout en fait, dans tout ce qui sort, et ça il y a ce délire un peu, j'ai envie de ce délire Ryan Reynolds, Seth Rogenien, il y a ça un peu partout et il y a une époque, ça m'aurait moins dérangé parce que j'aurais vu ça comme un truc un peu nouveau, étant donné que c'est devenu la Zeitgeist. C'est devenu en fait, c'est devenu ça les trucs populaires en fait. Et moi, je suis à la base, je suis un peu nerd, je suis pas non plus. Merci beaucoup à toi, Unita Toast, pour le 4e mois d'abonnement. Tu me dis très pertinent dans tes propos, comme d'hab. Donc je lâche un sub. Écoute, il suffit de faire ça pour gagner de l'argent. Je vais continuer à essayer d'être pertinent. C'est très gentil. Merci beaucoup à toi et merci à Lama Magique aussi pour son 5e mois d'abonnement qui me dit mais quel plaisir. Je t'embrasse très fort. Mais donc ouais, et il y a aussi le côté gardien de la galaxie, tout ce délire un petit peu Taika Waititi / James Gunn, qui quand même là est vraiment trop présent. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train de réaliser dans les blockbusters actuels les fantasmes de moi quand j'étais au collège. Du coup, ça a son public. Du coup, j'ai du mal à être complètement critique. C'est pour ça que je suis pas vraiment complètement contre Marvel. J'ai des longues conversations avec des gens qui sont anti-Marvel de ouf. Et moi, je suis toujours un peu plus parce qu'il y en a déjà que je trouve sympathiques, que je trouve des films sympathiques. Le premier Captain America, je le trouve sympathique. Le dernier de Sam Raimi, je trouve il m'est sympathique aussi. Il y a des films que je trouve sympas. Et puis en plus, il y a quand même ce côté un peu ado de moi qui lit des BD et qui se dit putain, wow, ce serait parce que j'étais cinéphile et fan de comics. Donc évidemment qu'il y a ce côté à chaque fois qu'on me fait une scène, genre la scène de Far From Home, qui est la scène de Mysterio de Far From Home, c'est un truc qui est pas du tout une œuvre d'auteur, qui est complètement le travail d'un studio d'effets spéciaux, ça on le sait. J'avoue quand même qu'en regardant le truc, merci beaucoup à toi Kamigaku, tu me dis tu es incroyable, merci pour ta culture que tu partages, qui est incroyable, c'est très gentil. Bon, ne va pas trop loin non plus Kamigaku, mais je t'aime de tout mon cœur, je t'embrasse très fort. Mais du coup quand j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher de me dire d'accord, c'est manufacturé pour plaire à des fans de comics qui connaissent le perso de Mysterio aussi et qui s'attendent à voir une exposition à gros budget de ses pouvoirs. Il s'avère que ça a marché un petit peu sur moi, c'est-à-dire qu'il s'avère qu'en regardant cette scène-là, j'étais comme un ouf, mais vraiment au cinéma. Merci beaucoup à toi Adèle E pour le 3e mois de sub, merci aussi à toi Borgache pour ton Prime.
j'étais vraiment comme un ouf. Le film est pas du tout un chef-d'œuvre, mais cette séquence, donc les gens savent de laquelle je parle, la séquence où Mysterio Matrix Spider-Man, ça m'a donné une vision complètement ouf. Je me suis dit mais putain, mais ça c'est génial, parce que les seules incarnations de Mysterio qu'il y avait sur un écran, en fait, c'était bon, il y avait les séries animées, voilà, c'était à peu près tout ce qu'on avait, quoi. La série animée des années 90, elle m'a un peu amusé. La séquence la version des années 60, elle est un peu teubée aussi, mais bon, il y avait rien de sérieux là. Pour une fois, j'ai eu l'impression de voir quelqu'un prendre le personnage de Mysterio vraiment au sérieux, injecter à balles d'argent dans cette séquence-là et dire voilà ce qu'on peut faire pour que ça rende bien Mysterio qui défonce Spider-Man pendant l'espace de 5 minutes, quoi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Mais pourtant, sur le papier, si vous voulez, il y a tout ce qui pourrait me faire me dire attends, le truc est commandé par les studios à une boîte d'effets spéciaux pour titiller la fibre nostalgique En soi, je suis pas censé aimer cette scène-là, je l'aime bien. Donc j'ai toujours ce truc un peu qui se bagarre en moi quand je suis devant un blockbuster récent. Ceci étant dit, Star Wars, étant donné que j'ai moins grandi avec Star Wars, peut-être aussi. J'adore Star Wars, hein, je suis très fan de l'univers à la base, mais j'ai pas grandi vraiment avec. Quand j'étais petit, je lisais pas les comic books Star Wars, par exemple. Je lisais les comics Marvel. Je regardais les séries Spider-Man, X-Men à la télé et tout. Donc du coup, j'ai pas cet attachement-là, et ce qui fait qu'en fait, le côté fan service des Star Wars récents m'énerve un peu plus. Je le ressens un peu plus comme un truc énervant, mais c'est personnel, et de toute façon, je peux pas juger les films avec les yeux de quelqu'un d'autre. Donc je peux juste vous dire ce que moi j'ai ressenti. Je sais que ça me dérange à donf dans Star Wars, que dans Marvel, il y a des moments où ça m'énerve de ouf aussi. Hein. Quand ils commencent à faire vraiment, ils partent dans des délires. Moi, tout cet humour, en fait, de tout le monde va faire des blagues à la Gardien de la Galaxie maintenant. Et c'est le nouveau standard. Vous avez la bande-annonce du dernier, du prochain Donjons et Dragons. C'est complètement, on en parlait avec Fred de ça, c'est complètement, et c'est lui qui m'a souligné ça, je lui rends d'ailleurs à César. Il m'a dit, mais putain, mais c'est exactement les Gardiens de la Galaxie. C'est exactement l'humour de Gardiens de la Galaxie, qui est une espèce de version un petit peu plus hardcore du cynisme de Iron Man, qui a été placé quand même en 2008. On est en 2022. On est toujours sur les mêmes mécanismes de blagues un peu méta, etc. Avec James Gunn qui commence à se répéter beaucoup. Il y a des trucs que j'ai aimés dans Pacemaker, dans des trucs comme ça, mais je sais pas, j'ai vraiment un problème avec ça. Karim, on n'a pas le même âge, donc pas la même génération, mais je pense exactement comme toi. Je pense, mais franchement, il y a des moments où je me dis, mais ça va, j'ai compris, quoi. J'ai compris que vous aviez vu, j'ai compris que vous aviez lu tel arc de tel comics, ou que vous avez vu tel film qui était populaire dans les années 80, j'en peux plus. Et même... Comment ? Perdu le nom, c'est avant Halloween Ends, du coup Halloween Kills. Halloween Kills, c'est genre il y a un moment tu fais mais attends, mais merci beaucoup à toi Dark Sky 488. Je vais pas spoiler du coup ce qui se passe dans Halloween Kills, mais il y a des moments où tu te dis mais putain, mais là vous êtes en train de vous battre. Michael Myers dans Halloween Kills, c'est pas Michael Myers dans Halloween, alors que c'est censé être la suite de Halloween 1, quoi. C'est pas Michael Myers dans Halloween, c'est Michael Myers vu par des fans de Halloween. Oui, il a un côté paranormal dans le premier, il a un côté un peu surnaturel, etc. Et c'est ce qui fait aussi le charme du personnage. Mais il est pas en mode... il est pas comme dans Halloween Kills, quoi. Pour les gens qui ont vu notamment la fin du film, c'est pas vraiment ça, Michael Myers. Et en fait, ça, c'est le truc par le biais de générations de trucs qui en ont fait un film culte et qui donc se répètent une espèce de la légende de Michael Myers, le premier personnage de film d'horreur, de slasher et tout. Et tu regardes le film, tu fais mais... C'est pas... Vous avez... Moi, Candyman, le remake de Candyman, il y a des moments, j'étais mort de rire, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment genre, ils sont trop dans la méta. Ils sont trop dans la méta, et il y a un moment où j'ai l'impression que c'est même plus sincère. J'ai pas l'impression de regarder des films où on me raconte une histoire et tout. Et là, ce qui serait... Alors, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, et encore une fois, après tout, on allait pour discuter, on est en stream. Merci beaucoup à toi, un barbu, pour le sub que tu viens de prendre. Tu me dis, bonsoir, je suis d'accord, voici mon argent. Ok, super. La série Andor est top pour le non-fan service. J'ai pas vu. Mais tu sais que Star Wars, en fait, l'épisode 9, et même globalement la post-logie m'a tellement vénère. Enfin, vénère. Je vais repréciser un truc quand même pour les gens ça ne m'énerve pas vraiment, genre personnellement. Genre, c'est pas je vois un mauvais film et je suis vénère et je vais insulter des gens. Ouais, pourquoi t'as fait ça ? C'est-à-dire que quand je dis que j'aime pas les nouveaux Star Wars, je sais qu'il y a des gens qui vont insulter les gens qui font les films. Ne faites pas ça. Soyez bienveillants, on est dans un monde pourri, soyez sympas. C'est pas grave en fait en vrai, parce que les films originaux existent toujours, je peux les revoir, et ceux-là j'ai juste à pas les regarder, quoi. C'est à peu près tout. Donc je veux pas manquer de respect aux personnes qui ont bossé sur ces films-là, du tout, je veux manquer de respect à personne par ailleurs. Mais c'est juste qu'en fait du coup, quand j'ai vu ces trucs-là, je me disais mais je vais faire un... Star Wars pour moi c'est terminé en fait. Star Wars pour moi c'est fini, j'ai été fan de Star Wars à une époque, j'ai regardé les films, j'ai kiffé, j'ai trouvé ça super sympa. On peut s'arrêter là. Après tout, c'est pas très grave. Voilà. Et du coup, Obi-Wan, j'ai pas vu. Andor, j'ai pas vu. Du coup, ton avis sur le dernier Top Gun, je ne l'ai pas encore vu. Et tout le monde me dit, ça va te faire mentir parce que celui-là, il est vraiment génial.
Je le regarderai. Gilles m'a dit que c'était génial. Des gens en qui j'ai confiance, je veux dire, de leur avis. Nico, Seb m'ont dit que c'était super. Donc j'attends de le voir. En fait, ce que je voudrais me faire, c'est une grosse projection, parce que j'ai un projo chez moi, parce que je suis vraiment cinéphile et c'est un des premiers trucs que j'ai acheté de ma vie quand j'ai eu de l'argent. Mais du coup, j'ai un projo chez moi et dès que j'ai un peu de temps, je me fais les deux en Blu-ray maxi fat et tout. Je me les fais tranquille. Voilà, c'est exactement mon sentiment avec Star Wars. Il parle de Gilles, le sang, bien entendu. Donc qu'est-ce que vous dites? Ah oui, mais vous n'êtes pas synchrone avec ce que je dis, évidemment, c'est logique. Donc voilà, donc en fait le truc que j'attends, et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas, ce serait hyper intéressant que le film Mario soit au contraire très premier degré, mais ça ne se fera pas parce que du coup je pense que ça va partir sur un truc un peu blagounette tout le temps, et en même temps je dis ça et je me dis que c'est strictement impossible à faire. Ah, merci beaucoup à toi, HeroGeek99, pour les subs que tu viens d'offrir à 5 personnes de cette chaîne. Tu as déjà offert 25 abonnements, c'est absolument énorme. Je t'embrasse très très fort, c'est très gentil de ta part. Et bienvenue du coup à Dr Etanin, bienvenue à Socraf, bienvenue à Desport123, bienvenue à Fireflies, bienvenue à Stobiaz. Et dites tous merci à HeroGeek99 qui vous a régalé, qui vous a fait plaisir. Ce serait qu'un juste retour des choses que de lui gratouiller un peu le dos. Merci beaucoup à toi, Joe McCruskey aussi pour ton Prime, tu déchires. Merci à Funky Pototo également, c'est ton 3e mois. Vous déchirez tous. Vous êtes d'une générosité absolument merveilleuse. Donc, je pense vraiment que ce que tu dis sur Mario peut arriver, Karim, c'est-à-dire qu'ils le prennent vraiment en mode premier degré et vraiment très sérieux, et que ce soit vraiment une aventure de Mario un peu épique. Parce que Mario, qu'est-ce que c'est du coup? C'est juste... Pensez à faire F5 pour vous resynchroniser avec Karim. Oui, c'est vrai qu'il faut faire ça parfois de temps en temps. Merci beaucoup à toi, Funky Bear, pour le sub que tu viens d'offrir, pour ta générosité et ta sympathie. À Artzus, voilà, je vous embrasse très fort tous les deux. Du coup, ce que je disais, c'est oui, ça pourrait être intéressant comme ton, d'avoir quelque chose qui soit vraiment épique, parce que quand vous prenez l'idée de Mario, c'est juste un chevalier qui va sauver une princesse. Je le disais quand je faisais mes streams sur Donkey Kong Country, le personnage de Donkey Kong, la source de Mario, donc qui est Donkey Kong, le jeu en arcade, c'est la première vraie apparition de Mario, etc., qui s'appelait Jumpman à l'époque, vous n'êtes pas sans le savoir. L'image que vous avez, qui est l'image fondatrice de ce qu'est Mario, c'est Mario en bas d'un écran qui doit monter pour défoncer Donkey Kong, qui est le méchant qui a capturé la princesse, très littéralement. Donc c'est l'incarnation la plus pure et la plus évidente de la demoiselle en détresse qui va être sauvée par le pro-chevalier. C'est littéralement ça. Alors oui, c'est un petit bonhomme moustachu parce que la technique de l'époque ne pouvait pas faire autre chose que ça, proposer autre chose que ça. Merci à toi, Kong Luigi, pour le sub. Mais la base... c'est une référence à Maradona, il saute avec le poing en l'air. Très bonne vanne d'Histo Blaster. J'avais jamais entendu celle-là, mais elle est très très bien. Mais du coup, voilà, donc c'est la base de la fondation de l'univers de Mario, c'est ça, c'est ce trope extrêmement classique, extrêmement simple et extrêmement basique du pro-chevalier qui va sauver la princesse. Par conséquent, ce serait intéressant, plutôt que d'en faire un truc un peu métatextuel en mode Seth Rogen, Tika, mes couilles et tout ce que tu veux, plutôt partir sur le délire de raconter un vrai conte de fées, en fait. Pourquoi ça pourrait pas? Il y a des châteaux, il y a des princesses. Merci beaucoup à toi, Super Big Adin 3D, pour ton 2e mois d'abonnement que tu viens de prendre. Tu déchires. Mais pourquoi pas faire une vraie... C'est King Kong. C'est pas Cranky Kong dans le lore, si. Mais alors attendez, j'ai fait des lives sur Donkey Kong Country, je vous raconte toute l'histoire. Je vous raconte même quelque chose que peu de gens savent, qui est que le Donkey Kong, le fait que Donkey Kong kidnappe Pauline et lance des tonneaux sur Mario, ça ne fait pas de lui un méchant. Ça fait de lui quelqu'un qui se défend, puisqu'il a été par le passé prisonnier de Mario qui le forçait à danser sur des tonneaux. Et donc, pour se venger, ça l'a rendu fou par Mario et Pauline. Et donc, ça l'a rendu fou, et du coup, il a capturé Pauline, et il a embrouillé Mario à cause de ça. Ça, on le sait, dans une préquelle. J'en ai parlé de tout ça dans mes lives sur Donkey Kong Country. Merci beaucoup à toi, Elvezir, aussi, pour ton 8e mois de sub, tu déchires. Mais en tout cas, voilà. Donc, pourquoi pas partir sur l'idée d'un vrai beau conte de fées? Ça pourrait être hyper intéressant. Ça pourrait être un truc, une dimension un peu cool qui éviterait l'écueil du métatexte. Mais après, c'est aussi les tropes de l'époque. Ce que je suis en train de dire, c'est comme se plaindre de... Merci beaucoup à toi, Paul Pot, pour ton abonnement de niveau 1. Que les films d'action dans les années 80, les mecs, ils sont musclés. Voilà, c'est comme si je me plaignais de ça. C'est la zeitgeist de l'époque, c'est-à-dire c'est la mode de l'époque, ce truc un peu métatextuel, et je comprends qu'il en faille. Mais j'aimerais bien voir des productions s'écarter de ça. Ce qui est amusant, parce que dans les années 90, on pouvait tout à fait dire l'inverse, arrêtez de vous prendre au sérieux, faites un petit peu des vannes et tout, mais maintenant je trouve que c'est tombé vraiment trop dans l'excès inverse. Et surtout, il y a ce côté un peu flatterie, du coup, dans les films, qui peut être un petit peu ce petit coup de coude complice, un petit peu de hey, vous avez vu, on est pareil et tout, qui moi ne me dérange pas dès lors que ça ne vient pas empiéter sur l'importance qu'est raconter une belle histoire avec des personnages intéressants. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur Mario. Mais du coup, voilà, c'est juste une bande-annonce, donc on ne sait pas. Est-ce que vous voulez vous mater genre la bande-annonce de Sonic 2? Voilà. Ah, attendez, extrait. Parce que je ne l'ai pas vue, celle-là.
Je vais vous mettre ça peut être intéressant. Ouais, du coup ça, alors Sonic on connaît un peu plus, il y a eu un premier film. Attendez, je vais voir, il y a quelqu'un à sub? Non, où j'ai plané? J'ai vu une alerte. Attendez, bougez pas. Monster Tale, tu as sub, c'est ton 3e mois d'abonnement, mais peut-être que je t'ai déjà dit merci. Je ne sais plus. Mais non, il y a aussi Xenomhill qui a sub. Je vous embrasse tous très très fort. Merci infiniment pour vos subs, vous êtes trop mignons. Alors du coup, ce que je disais, c'est que oui, celui-là, là, on a déjà vu un film. Cette bande-annonce, effectivement, était très longue. J'ai l'impression qu'il y a eu plein de trucs. Là, le gros... donc là, c'est un ajout de personnage. Donc il y a cette envie de créer avec Sonic 2, le film, littéralement le même effet que Sonic 2, le jeu. Moi, je me souviens très bien de la sortie de Sonic 2, le jeu vidéo. J'y ai beaucoup joué à Sonic 2, je crois que c'était un Auchan. Si je ne m'abuse, vous savez, à l'époque, dans les supermarchés, il y avait des bornes en fait avec les derniers jeux à la mode. J'ai beaucoup joué au Roi Lion aussi, le Roi Lion sur Super NES. J'y avais joué de ouf. Et il y avait une borne Sonic 2 au moment de la sortie de Sonic 2. Et évidemment, le truc qui était hyper excitant au moment de Sonic 2, c'est waouh, il y a un nouveau bonhomme, il y a voilà. Et c'était super cool. Et donc là, ils reprennent exactement le même effet avec maintenant, il y a Tails, et il y a Knuckles du coup qui entre aussi en jeu. Donc un ajout de personnage assez classique. Le truc, c'est que Sonic, pour le coup, c'est vraiment tombé à balle dans la méta. Même l'histoire du film est intimement liée au métatexte de comment est produit le film. Je fais référence à toute l'espèce de... Je n'ai même pas envie d'appeler ça une polémique, mais tout le truc autour du fait que les fans ont gueulé sur le premier design et que par conséquent, le design de Sonic a été retravaillé. Le design de Sonic, aujourd'hui, est évidemment meilleur que celui qui a été proposé lors de la première bande-annonce du premier film, mais ça, je pense que tout le monde est littéralement d'accord avec ça. Mais de fait, moi, j'ai quand même un espèce de goût amer dans la bouche, parce que... Alors, merci beaucoup à toi, Croque Moumou, qui dit « Je n'ai plus le temps de regarder, j'ai beaucoup trop de travail, mais un petit coucou, je reviendrai, j'espère que tu vas bien. » Écoute, ça va super bien, je t'embrasse très fort, Croque Moumou, et merci beaucoup pour ton 9e mois d'abonnement, tu déchires. À tout bientôt, de toute façon, j'imagine qu'il y aura des rediffs, hein, t'inquiète pas. Et je pense que je vais refaire ça de temps en temps aussi, quand j'aurai pas trop d'idées pour un live, au lieu de me dire non, je vais rejouer à tel jeu, je vais plutôt juste lancer des trucs et discuter avec vous, c'est quand même très sympa. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, oui, il y a toujours ce goût un peu désagréable de ok, le design est vraiment meilleur et ok, le premier design qu'ils ont proposé était vraiment crado. J'espère que ça s'est pas traduit par trop de taf mais je crois que même pas tant que ça en fait. Je crois que ça s'est plutôt passé de façon... Je voudrais pas dire de conneries. Peut-être que des gens étaient sur la prod ou pouvaient en discuter ou quoi. Mais je crois que ça s'est passé de façon plutôt transparente. De fait, il y a quand même un problème avec le fait que les studios devraient pas écouter à ce point les gens. En fait, c'est nul de dire ça, je sais, parce que vous allez dire oui, mais en l'occurrence, ça aurait fait un moins bon film, et c'est sûr que oui, parce que ça aurait fait à peu près le même film avec un design moins bien du personnage principal. Mais quand bien même, j'ai un vrai problème avec le fait que des gens puissent sur Internet se manifester et dire non, on veut quelque chose de différent, et le studio a coulé pas trop transparent. Je me souviens plus comment ça s'est géré. Ça s'est traduit quand même avec pas mal de taf et le studio a fermé. D'accord, ok, je retire ce que j'ai dit du coup. C'est très bien que vous puissiez me corriger en live. Ils ont fermé le studio après la sortie du film. Bah, c'est pas cool. Mais du coup, voilà, j'ai un vrai problème avec ça parce que il fut un temps, les producteurs, quand ils sortaient un film, en fait, organisaient des projections de tests, en fait, avec du public. Ce qu'ils font, j'imagine, toujours ponctuellement, mais en gros, voilà, ils demandaient leur opinion au public et le public pouvait exprimer. Merci beaucoup à toi, Castor75, pour le Prime, tu déchires. Et le public pouvait s'exprimer et dire non, moi j'aime pas ça, et les mecs prenaient des notes et disaient au réalisateur bon, bah, il faut que tu refasses ça, il faut que tu refasses ça, il faut que tu refasses ça, parce que les gens ils nous ont dit qu'ils nous ont pas aimé. J'ai toujours été vraiment dégoûté par ce procédé. Et en plus, en tout état de cause, je veux dire, là, en l'occurrence, oui, d'accord, ils ont raison. Mais très souvent, les gens ont tort, quoi. Moi, le premier. Je veux dire, j'aimerais pas que quelqu'un m'écoute là pour retoucher le film Mario à la dernière minute en se disant ah tiens non, mais il faut faire un truc plus conte de fées. Ça me ferait vraiment extrêmement chier quand bien même l'idée viendrait de moi. J'ai un vrai problème avec ce truc-là et l'histoire nous prouve vraiment qu'ils ont régulièrement tort. Par exemple, j'étais en train aujourd'hui de préparer un live sur The Thing, donc chef-d'œuvre de Carpenter. Je veux rappeler aux gens qui n'étaient pas là en début de live que je ferai un live du coup sur le jeu vidéo The Thing où on discutera de toute la licence jeudi. Mais en tout cas, j'étais en train de bosser sur ce truc-là. J'ai revu le film et j'ai relu un petit peu ce qui se disait sur le film. Mais les gens... Alors The Thing, pour ceux qui ne connaissent pas, ce film de 1982 réalisé par John Carpenter est mon film d'horreur préféré, très probablement, c'est même quasiment sûr. Et de façon absolument
comment dire, indiscutable, un excellent film d'horreur. Voilà. Vous pouvez ne pas l'aimer, vous pouvez retrouver des trucs à redire, dire oui, mais c'est mieux, l'original est mieux, je sais pas quoi, peut-être. Merci beaucoup à toi, Sol Draconi Septem, pour ton 7e mois de sub, tu déchires. Merci aussi à Scamos pour son 6e mois d'abonnement. Tu me dis bonsoir à toi. Vous pouvez trouver ça, il y a mieux et tout, mais vous pouvez en aucun cas, je pense aujourd'hui, regarder The Thing de John Carpenter, sorti en 1982, et dire c'est une merde. Et pourtant, il s'avère qu'à la sortie du film, c'est ce que à peu près tout le monde a dit. C'est-à-dire ça a fait un bid, pas un gigantesque bid, mais quand même un bid bien conséquent. Et les critiques ont été absolument dégueulasses en disant que c'était un film de merde, une espèce de merde infecte. Voilà, et c'est un chef-d'œuvre. Le film est un chef. Regardez vraiment ce film. Ce film est monumental. Et ça fait 40 ans qu'il est sorti. Je peux vous mettre au défi. Vous le regardez. Moi, je l'ai regardé aujourd'hui, du coup. Je l'ai revu. Et ça me fait toujours peur. C'est toujours un monument de tout. C'est techniquement, il est incroyable. La lumière est sublime. Les acteurs sont au diapason. La mise en scène est géniale. C'est du minimalisme carpenterien de ouf. À l'époque, tout le monde a dit que c'était de la merde. Mais vraiment, et quand je dis tout le monde, c'est pas, oui, les gens qui connaissent pas l'intelligentsia, la pensée dominante, tout ce que vous voulez, c'est les fans, même les gens qui bossaient dans des journaux spécialisés dans le cinéma de genre en 1982, ont dit que c'était une merde. Ou que c'était en tout cas pas très intéressant. Il y a des gens qui ont dit que c'était probablement un des films les plus détestés de l'histoire du cinéma d'horreur. Donc, si la prod, en fait, avait écouté à ce moment-là les dires des spectateurs, peut-être que The Thing aurait été charcuté à cause de ça. La fin, donc je spoile pas la fin de The Thing, mais The Thing, par exemple, a une fin ouverte. Voilà. Et lors d'une projo test, si je ne m'abuse, peut-être d'une projo presse ou d'une projo test, je sais plus, il y avait Carpenter qui était présent là, et à la fin de la projection, il y a quelqu'un qui s'est manifesté dans la salle pour demander à Carpenter, mais qu'est-ce que c'est que cette fin ? Est-ce que vous pouvez l'expliciter ? En fait, qu'est-ce qui se passe vraiment dans la fin ? Parce que j'ai pas compris. Et donc, ce à quoi Carpenter a répondu, justement, c'est ouvert à une libre interprétation. Donc, il se passe, en fait, ce que tu as envie qu'il se passe. Tu peux projeter ce que tu veux sur le film. Et le mec a dit, ah, mais c'est nul à chier, du coup. Voilà. Donc, si on avait écouté ce mec-là, peut-être qu'on aurait eu une fin beaucoup moins intéressante qui, du coup, aurait amoindri le propos de fond du film. Donc, certes, le design de Sonic est vraiment mieux dans ce qu'il a. C'est indiscutable, il est mieux. Mais c'est pas. Ça m'énerve quand même. Et ça m'énerve Enfin, ça m'énerve. Je trouve ça naze de faire pression sur des studios pour qu'ils se calent sur ce que les gens veulent. Parce que, du coup, on va avoir les trucs les plus consensuels systématiquement, les plus en phase avec la doxa, en phase avec ce que les gens pensent globalement. Et c'est pas forcément une bonne chose. Alors après, c'est discutable ce que je dis. C'est ouvert à la conversation aussi. C'est pas du tout péremptoire ce que j'essaie de dire. C'est ma façon de raisonner. Merci beaucoup à toi, Tristan CCL, pour ton 3e mois d'abonnement. Tu me dis quoi ? Salut de Montréal, Karim. Beaucoup de Québécois dans le chat. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Répondez-lui si vous êtes Québécois. Je t'embrasse très très fort. Merci infiniment à toi. Et j'espère que je l'aurai tout le bonheur du monde. Ou une petite partie, à minima. Mais c'est bien parti si tu commences à me faire des subs. Donc merci à toi. Merci aussi à toi, Mjolnir, pour ton 3e mois de sub. Tu déchires. Donc, voilà, et merci aussi à Seb7 qui me dit plein d'amour sur toi, je te fais des bisous également. Voilà, donc, alors, il y a quelqu'un qui dit « Je reste convaincu ». Je suis à la fois d'accord et pas d'accord, je suis frustré. Il y a Corridor Crew qui a fait une vidéo vachement intéressante avec un des responsables de l'anime de Sony. D'ailleurs, il faudra que j'aille la regarder, c'est sympa Corridor Crew, si vous connaissez pas, c'est une chaîne YouTube de mecs de VFX artistes. C'est très intéressant ce qu'ils font. Je reste convaincu que le premier design était un coup marketing pour faire parler du film. Franchement, j'en sais rien, mais il n'y a rien qui indique ça, donc par conséquent, peut-être. Ce serait vraiment cynique et très malsain, par contre, de faire ça. Mais bon, peut-être, après tout, plus rien ne m'étonne. Donc, tu vois, je veux bien tout entendre. Merci à toi, Xubi, pour le Prime, tu déchires aussi. Je t'embrasse très très fort, vous êtes trop mignons. Donc voilà, vous êtes complotistes les gars. Franchement, on ne sait pas, mais je vais partir du principe que la version officielle est la vraie, et quand même dire que c'est dommage d'écouter les gens, quoi. Enfin, c'est dommage d'écouter les gens, mais faut pas non plus qu'ils partent sur un délire de c'est les studios qui décident tout et il n'y a pas de retour, etc. Mais faut quand même un peu redonner c'est eux qui produisent le film, c'est le réalisateur qui a la charge de la création du truc. Ça devrait être une discussion interne, en fait, à quoi ressemble Sonic, et s'il trouve le réal que, en fait, il est vraiment mieux dans sa première version, qu'il sorte la première version. C'est pas très grave. Moi, je comprends le délire des fandoms. Je comprends que les œuvres qui sortent vous touchent vraiment. Mais en vrai, et moi, je suis déçu de voir un mauvais film, mais je suis heureux d'en voir un bon. On est d'accord, surtout quand ça concerne des licences que j'aime bien. Mais chill aussi, quoi. C'est pas grave d'avoir un film avec un mauvais Sonic mal fait. C'est peut-être parce que j'ai grandi dans les années 90 où toutes les licences que j'aimais bien étaient maltraitées de ouf au cinéma, et que du coup maintenant je me dis mais c'est bon, même si le Sonic il est nul, c'est quand même, ça va être mieux que Steel avec Shaquille O'Neal ou Spawn. Voilà, ça va être mieux que le film Spawn de toute façon. Donc après tout, c'est pas très grave. Voilà. Après, on n'est pas au niveau d'Uwe Ball.
T'as pensé quoi de Batman versus Superman? J'ai trouvé ça pas bien. Je n'ai trouvé ça vraiment pas bien. En plus, là, pour le coup, Batman contre Superman, j'ai été le voir avec Jérémy, je m'en souviens très bien. On était à Paris à ce moment-là. On était enthousiastes de ouf. Batman contre Superman, on s'est dit, ouais, trop cool. Moi, dans ma tête, j'étais vraiment sûr. Parce que Man of Steel, ça allait. Genre, mais Superman, c'est un personnage que je connais très peu. Donc, du coup, Man of Steel, pour moi, ça allait. C'était une incarnation intéressante du personnage. Un peu plus dark et tout, qui essaie de se caler sur ce que faisait Nolan avec Batman. Mais pourquoi pas? Merci à toi, Bambi Fontaine, pardon, pour les beats que tu m'envoies. Mais du coup, le deuxième, Batman contre Superman, je me suis dit, putain, j'ai trop envie de. Je pensais vraiment que ça allait être en mode, on adapte Frank Miller, on fait Dark Knight Returns. Qui est là? Il est derrière moi ou pas? Non, je l'ai pas mis derrière moi la BD. Mais j'adore la BD de Frank Miller, Batman Returns, qui est une des BD fondatrices de ce que seront les comics dans les années 80 et 90. C'est ça et Watchmen. Si vous lisez ça et Watchmen, vous avez la base de ce que seront les comics dans la décennie qui suit. Mais du coup, j'adore cette BD et je m'attendais vraiment, quand on m'a parlé d'un affrontement en fait entre Batman et Superman, je me suis dit que ça allait être une adaptation presque littérale Salut Artie, coucou. Ça allait être une adaptation presque littérale en fait de cette BD de Frank Miller qui je trouve est une des mieux finies dans ce délire dans ce délire-là. Et les designs de Ben Affleck en vieux Batman un peu bourru, etc., m'orientaient sur ce délire-là. Même si évidemment il était rajeuni par rapport à ce qu'il y a dans la BD, sinon ça aurait eu aucun sens. Merci à toi Loutre Gamer pour le sub, pour ton 6e mois de sub, merci beaucoup. Donc, mais je pensais vraiment que ça allait être ça. Et en allant voir le film, je trouve qu'il y a des scènes intéressantes. Et notamment, en fait, les scènes qui concernent l'affrontement entre Batman et Superman, je les trouve plutôt intéressantes. Les trucs qui ont fait tilter tout le monde, tels que Martha, voilà, moi, ça m'a pas choqué tant que ça. Je trouvais ça bon. J'ai pas trouvé ça malin, mais j'ai trouvé bon, ça existait, quoi. Mais par contre, ce qui m'a vraiment déplu dans le film, et le truc où j'étais vraiment. C'est tout cet ajout autour de la Justice League. Ça, j'ai trouvé ça imbitable. Le fait qu'on essaie de te parachuter à la fois Wonder Woman, Doomsday, de tout le délire avec Lex Luthor et les apparitions genre de Flash. Ouais, je suis venu trop tôt. Est-ce que je suis venu trop tôt? C'était insupportable. Et vraiment parce que du coup, c'était dans ma tête. Pareil, j'ai été rattrapé par le métatexte. J'étais conscient de ce que faisait Marvel au cinéma. Merci beaucoup à toi, YouILOL, pour le 3e mois de sub. Comme quoi, on en revient toujours au même problème. J'étais tout à fait conscient de ce que faisait Marvel en termes de construction d'univers. Et je j'avais pas envie de voir merci beaucoup à toi, Kalizer66 aussi pour ton sub. J'avais pas envie de voir DC plonger exactement dans les mêmes ficelles de création d'univers, de s'inspirer des séries, etc., pour créer des films sur le long terme. Je trouvais ça très dommage. Et je trouve qu'à la limite, en fait, ce qu'ils font en ce moment, c'est-à-dire même si j'ai pas aimé le dernier The Batman, mais avec Joker, c'est vrai que comment dire, j'aurais aimé que ce soit ça dès le début, en fait, simplement. Je pense que c'était plutôt une démarche plutôt cool de fonctionner par des stand-alone. Justement, peut-être ça aurait pu prendre le contre-pied, en fait, de ce que ça allait faire, de ce que faisait Marvel à ce moment-là, quoi. Marvel qui en ce moment d'ailleurs fait que ce qui ont l'air d'être des stand-alone. Donc voilà, peut-être que eux s'inspirent au final du succès de Joker, j'en sais rien. Mais du coup, ça m'a énervé de voir que DC en fait ils vont faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de traficoter un univers et de faire un espèce de truc avec que des cliffhangers, de trucs qui suivent et tout, et ça m'a saoulé de ouf. J'aurais aimé que Batman contre Superman, ça soit vraiment un film sur Batman contre Superman. La métaphore, elle est parfaite. T'as un homme qui se prend pour un dieu, qui affronte un dieu qui essaye d'être un homme. C'est impeccable. T'as tout ce que tu veux pour raconter tout. T'as 2h30 de film pour raconter un truc là-dessus. Ça aurait été parfait. Et non, je me suis tapé des. Vous avez vu, il y a aussi Wonder Woman, Flash, Doomsday, Lex Luthor, sa grand-mère, machin et tout. Et ça m'a pas du tout plu. Donc voilà. Donc j'ai pas aimé Batman contre Superman à cause de ça. Merci à toi, Bip Bip en tout cas pour le sub. Vous êtes trop mignon. Batman contre Superman mérite vraiment un second visionnage en director's cut si possible. Écoute, peut-être. Encore une fois, je sais que c'est toujours. Quand je donne une opinion, c'est toujours péremptoire. Je dis pas que j'ai raison. Mais juste que moi, j'ai été dérangé par ça. Pourquoi est-ce que j'ai pas aimé The Batman? J'en avais parlé, je crois, en stream, de mon rapport à The Batman. J'avais pas trop aimé. Et en fait, plus j'y pense, moins j'aime le film. Faudrait peut-être que je le revoie à l'occasion. Parce que j'étais pas dégoûté en sortant de la séance. Puis après, j'y ai réfléchi et je me suis dit, non, mais c'est vraiment pas ouf, quoi. Ce que je reproche à The Batman, c'est que pour moi, c'est une très longue bande-annonce d'un film qui n'existe pas. Je sais plus, j'ai entendu quelqu'un dire ça, je me demande si c'est pas un des mecs du Cinéma est mort. N'hésitez pas à aller voir le Cinéma est mort, c'est des gars qui font des critiques de cinéma qui sont vraiment super. Merci à toi Tatsuya Asakura, ils font des podcasts, c'est vraiment top pour ton 2e mois de Prime. Mais The Batman, en fait, pendant tout le film, j'ai l'impression que le film, en fait, était en train de me vendre un truc qu'il ne me montrait pas. Et ça, je l'ai compris au bout d'un moment dans le film, où je me suis dit, en fait, le film The Batman, ça essaye... Alors Karim, pardon, parce que vous me taguez en même temps, donc je regarde. Batman versus Superman, ça m'a donné une impression de on n'est pas sûr d'en faire un autre parce qu'il y a Marvel en face, alors on cale un max de trucs dedans. Non, pour moi c'est vraiment
on va faire Justice League. On sait que vous avez bien aimé Avengers. On va faire Justice League. On vous jure. Alors que t'avais compris qu'ils allaient faire Justice League de toute façon. Il y a Batman contre Superman. On est à deux doigts de rajouter 2-3 persos et ça, ils auraient pu le voir plus tard. Mais non. Là, ils avaient envie de te faire comprendre. T'inquiète. C'est Batman contre Superman. Mais ce qui est important, c'est que c'est le début de la Justice League. Voilà. Mais ce que je dis sur The Batman, c'est que c'est que tout le film n'arrête pas de te dire attends, on va te faire des séquences ultra hardcore, par exemple des séquences de meurtre. On va te faire des séquences ultra violentes qui sont en mode tueur en série. On va s'inspirer de Fincher. On va te faire des trucs hyper glauques, c'est super glauque. Et en fait, jamais. C'est-à-dire que les séquences du Riddler, qui est visiblement complètement, totalement inspiré par le tueur du Zodiac et par le tueur de Seven, parce que c'est pas que le tueur du Zodiac, le vrai. C'est aussi beaucoup inspiré de la mise en scène de Fincher, de façon même parfois comme Joker faisait avec les films de Scorsese. Mais là, c'est juste qu'en fait, c'est vraiment une version enfantine de la version de ce que Fincher fait quand il te montre un meurtre. Si vous revoyez les scènes de Zodiac, elles sont tétanisantes. Les scènes de meurtre de Zodiac, il y en a très peu. Elles sont c'est beaucoup d'enquêtes, Zodiac, mais il y a des flashbacks un petit peu et des séquences de meurtre comme ça qui sont très isolées du reste du film et elles sont tétanisantes. Elles sont vraiment flippantes, notamment celle qui se passe sur le lac là au bord ça, c'est terrifiant quoi. Et pourtant ça c'est pas très gore non plus quoi. Il arrive à faire à l'économie de moyens un peu trash, mais quelque chose qui est vraiment prenant et malsain et dérangeant quoi. Et quand tu vois les séquences de The Batman, c'est en fait il était derrière The Riddler. Waouh, il y a The Riddler derrière moi, il va m'attaquer. Et après, t'as même au point que, merci beaucoup à toi, El Gofo 51 pour le sub, que tu me dis quoi ? Tu me dis The Batman est tout de même mieux que Joker et moins bien que Zodiac, certes. Et joyeux demi-année d'abo, puisque ça fait 6 mois que t'es sub. Merci beaucoup à toi, El Gofo, je t'embrasse très fort. Ça peut se discuter. Je vais continuer à discuter des adaptations, si ça vous intéresse, c'est cool. Merci à toi, Icos, aussi, pour ton 9e mois de sub. La scène de Zodiac au bord du lac, Karim, j'ai jamais autant flippé, alors que c'était en plein jour, soleil, etc. Ouais, et le mec, ce qui est génial, au-delà du fait que c'est en plein jour, tu vois tout, c'est tu vois le personnage plein pied. Il est effectivement très bien éclairé, tu vois tous les détails de son costume. Le costume est pas très bien fait, et c'est justement ce qui le rend hyper flippant. Enfin, j'adore cette scène de Zodiac, mais je trouve que Zodiac, c'est un chef-d'œuvre. Karim, c'est marrant, tous mes potes m'ont dit que j'avais kiffé The Batman parce que c'est très proche de Seven, entre guillemets. Mais en vrai, c'est proche de Seven dans le sens où le mec a essayé d'imiter vraiment ce que Fincher fait dans Seven et dans Zodiac. C'est juste qu'en fait, tu sens que ils sont en train de danser, ils sont là, il faut qu'on fasse un film hardcore parce que The Joker c'était un peu hardcore, mais en même temps ça reste Batman, donc faut pas aller trop loin dans le truc hardcore, tu vois, The Joker peut-être. Donc ils sont toujours dans un mouvement de j'avance et de je recule, comment veux-tu que je fasse un film cool en fait avec ça, parce que du coup ils se retrouvent à faire des séquences comme ça et tout est comme ça en fait. C'est pas, moi les séquences d'assassinat en fait sont assez symptomatiques du problème que j'ai avec le film, mais en fait toutes les séquences elles sont un peu comme ça. C'est-à-dire que le film il va te dire il va te dire il y a des problèmes de corruption dans la ville, par exemple. Donc, il va partir sur ça vous fait rire le comment veux-tu. Merci beaucoup à toi, Lamijon, pour le Prime, tu déchires. C'est parce qu'il faut que j'arrête de vous lire, parce que vous rebondissez sur mes conneries aussi. Mais alors, du coup, ouais, par exemple, le film vous dit c'est un film qui parle de corruption. Donc, c'est corrompu. On est dans un monde, c'est Gotham City, c'est hyper trash. Merci beaucoup à toi, Tildur 666. C'est corrompu. Les keufs, c'est des ordures. Dans The Batman, il y a vraiment des trucs où tu fais il y a un problème de corruption avec les flics dans Batman. C'est un truc de ouf. Dans la Gotham City, c'est horrible. Et sauf presque tous. Si on te dit les flics, c'est tous des corrompus, sauf presque tous. Et à un moment, tu fais mais attends, qu'est-ce que tu essaies de raconter du coup ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que du coup, pendant tout le film, ils disent non, mais c'est un truc de ouf. L'organisation de cette ville, elle est complètement pourrie. Les mecs, qui détournent de l'argent. Et en fait, non, il y a 2 flics qui font ça, quoi. Il y a 2 flics qui font ça et la quasi-totalité des keufs, ils sont là, ils sont super... Là, pareil, on me dit, les politiciens, c'est des connards. Les politiciens, c'est vraiment, ils en ont rien à foutre des gens. Surtout juste le maire. Après, les autres, ça va. C'est-à-dire la meuf qui va devenir maire, etc. Elle est cool. Elle est super cool. Elle est prête à mourir pour le peuple. Mais il y en a un, oulala, il est super vénère. Et c'est que ça. À un moment, c'est qui le traître ? Ah, c'est le méchant en fait, c'est un mafieux. C'est juste le traître est un mafieux. Et le délire de comment il résout l'enquête, moi j'ai fait non. J'ai dit non, c'est pas possible, Batman. Hey Batman, réveille-toi Batman. C'est pas possible. Parce qu'il résout l'enquête en mode il trouve des indices et des trucs et c'est pareil, vous allez voir l'histoire du meilleur, c'est un film de détective, c'est un film noir de détective, c'est genre une vraie enquête de détective de ouf. Et comment elle se résout ? C'est un mec qui fait ouais, en fait j'ai un oncle, il travaille à Saint-Maclou, donc du coup il connaît bien tout ce qui est moquette et ça, attention, c'est ça la fin du film. Non mais il y a des trucs dans Batman, moi The Batman ça m'a déprimé, en fait bon c'est pas une merde infecte, c'est juste que du coup je m'attendais à un truc vraiment bien et j'ai trouvé ça mais waouh.
C'était horrible. C'est que ça pendant tout le film. Le film, scène après scène, il dit ouais, tu vas voir un truc de ouf. Et en fait, tu vois. Mais au point que même les personnages, ils s'aseptisent. Moi, je comprends pas le délire de. Oh putain, le tueur, il lui a coupé un doigt. Wow. Et après, il l'a recouvert de scotch. Il s'est dit, au cas où il y a des gens qui sont un petit peu choqués en termes de vue du sang dans les forces de l'ordre, il s'est dit quand même, il va cacher le truc et tout. C'est-à-dire que même le personnage de tueur, qui est un tueur sans foi ni loi, un assassin complètement cinglé, qui est prêt à faire toutes les dingueries voilà, il te cache le truc. Il coupe des mains, il déchiquette des gens, mais il cache le truc pour que vraiment... Donc moi, j'ai eu plein de problèmes avec The Batman en fait. Et quand je l'ai vu, j'avais pas tilté tout ça. Et au fil du temps, à chaque fois, j'y repense et je me dis putain, mais... Voilà, bon, et du coup, alors merci beaucoup à toi Lutin pour ton Prime, vous êtes vraiment trop mignon, merci beaucoup aussi à Mister Calopsia qui m'a dit je sors de l'ombre juste pour te dire coucou à toi, merci infiniment. Lecture de jeu qui me dit aussi c'est ton 3e mois d'avance. Non, t'as pris 3 mois d'avance en sub et tu déchires. Merci beaucoup à toi, Lecture de jeu, tu déchires. Voilà, moi j'ai eu l'impression d'être dans un comics, pas trop trash, mais avec un univers trash, pas trop crade, mais avec une ambiance crade. Je sais pas si c'est clair, mais ça faisait histoire linéaire de comics avec des trucs gros, mais qui passera en comics, je pense, Karim. Bien sûr, il y a un peu ça. Il y a un peu de ça. Je comprends que ça veuille plaire un petit peu à tous les publics, mais je veux dire, même The Joker, avec toutes les réserves qu'on peut avoir sur le film The Joker, il y a quand même des petits moments un peu vraiment sales. Un peu vraiment sales, on a l'impression. Batman, il y a que des personnages qui sont dans la représentation de ce qu'ils doivent être. C'est-à-dire que de Pattinson dedans, et pourtant, je suis pas du tout un détestateur de Pattinson. J'ai du respect pour lui en tant qu'acteur. Sa carrière, il n'y a pas de problème. Mais là, en fait, j'ai l'impression qu'il est dans la représentation du jeu d'un mec qui se dit il faut que je sois dark, il faut que j'en fasse des caisses pour qu'on comprenne mon trauma. Mais en fait, son trauma, on le comprend pas trop. Et il y a des moments, on le comprend. Je l'ai tellement peu ressenti, en fait, parce que il suffit pas de faire des yeux un peu sombres comme ça et de faire de je suis la nuit ou je suis la vengeance pour que le mec ressente vraiment le mec hardcore. Moi, quand j'ai vu ça, du coup, je me disais en fait, j'ai tellement pas ressenti la haine et la souffrance de son personnage. Il y a un moment, j'avais envie de lui dire mais tu vas arrêter de chouiner, Batman. Est-ce que tu vas arrêter de te plaindre à un moment? Est-ce qu'il y a des gens, ils ont des vrais problèmes, Batman? Donc il y a eu plein de trucs comme ça. Que des trucs avortés, tous les trucs sur Thomas Wayne, sur son père, sur la corruption de son père. C'est peut-être que oui, mais en fait, ah non, c'est que des trucs comme ça. En fait, j'ai l'impression de regarder un film fait par des gens qui se disent on a envie de faire ça, mais on peut quand même pas. Mais on a envie de faire ça, mais on peut quand même pas. Mais bon, tant pis, on peut pas le faire, mais on va faire croire aux gens qu'on l'a quand même fait. J'ai eu l'impression que c'était ça le truc. Et donc, du coup, voilà, ça m'a plutôt déplu. Merci beaucoup à toi, Clint Eastwood, pour le sub, tu déchires, pour le Prime. Merci aussi à TTNC79, c'est ton 3e mois d'abonnement, tu déchires aussi, je t'embrasse très fort. Merci à Halloween2908 pour ton mois consécutif. Donc, c'est un mois consécutif. Voilà. Pour moi, le Batman de Nolan est bien mieux, plus juste et crédible, je trouve. Alors, moi, j'aime bien le Batman de Nolan, même s'il y a des trucs qui, maintenant, en le revoyant, me font mourir de rire. Et je parle de The Dark Knight. Hein. Je parle du film qui est considéré comme un immense chef-d'œuvre par tout le monde, qui, je trouve, est un bon film. Pour le coup, je trouve ça beaucoup mieux que The Batman. Merci aussi à toi, Bethmail. Merci beaucoup à toi pour le Prime. Tu déchires. Vous avez fait partir, je ne sais pas quel train de la hype, de la coolitude, je ne sais pas. Merci à Mireille aussi pour son sub. Vous déchirez de ouf. Merci également à Swancan pour ton Prime. Tu déchires de malade aussi. Donc voilà, moi j'ai bien aimé The Batman, je comprends les défauts que tu énonces, mais le film a quand même une sacrée classe. Oui, alors à côté de ça, je trouve que la photo est vraiment très jolie, à côté de ça, je trouve qu'il y a plein de choses quand même qui sont cool. Évidemment, j'ai peur de toujours sonner très péremptoire. Il n'y a pas de film que je trouve mauvais du début à la fin, que tout est nul, bien sûr, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Et The Batman, c'est loin de ça, il y a des trucs que je trouve sympathiques dans The Batman. Merci à toi, Thorn, il RS pour ton sub, merci aussi à toi, Elric 1988, merci à tous pour votre générosité. Voilà, Lego Batman, rigolo, mais c'est plus un film Lego qu'un film Batman, mais rigolo. Sauf BHL, effectivement, j'oublie BHL. Il n'y a pas de film mauvais du début à la fin, sauf les films réalisés par Bernard-Henri Lévy. Je rappelle quand même Le Jour et la Nuit, un des pires moments de l'histoire du cinéma, Le Sermon de Tobruk, un moment d'indécence absolument répugnante en documentaire. Voilà. Mais il y en a pas beaucoup quand même des films qui sont... Et Batman, il y avait des trucs sympas. The Dark Knight, il y a des trucs qui me font rire, qui sont... Alors merci à toi, utilisateur anonyme qui offre un abonnement à Robert Pattinson. Bienvenue à toi, Robert Pattinson. Tu fais partie des subs d'ici. Je t'aime bien, je trouve ça sympa ce que tu fais. Pourquoi The Dark Knight t'a fait mourir de rire? C'est pas tout le film. Il y a certaines séquences dans The Dark Knight. En fait, The Dark Knight, ça marche hyper bien pour toutes les séquences qui concernent le Joker. Je trouve que le Joker, la version de Heath Ledger, déjà en termes de performance d'acteur, c'est incroyable ce qu'il a fait Heath Ledger. Il en est mort le pauvre. Donc, mais c'est même au-delà de ça, c'est au-delà de tout le mythe qu'il y a autour de la façon dont il a travaillé son rôle.
il joue juste de ouf. Et moi, je le dis franchement, je préfère son Joker à Jack Nicholson. Je trouve que c'est la meilleure interprétation du Joker qui ait jamais été faite. J'adore le Joker de Heath Ledger. Je trouve que toutes les scènes qui le concernent sont merveilleuses et ça colle très bien avec l'ambiance du film. Le problème que j'ai, en fait, c'est que l'ambiance du film, qui est en gros l'ambiance d'un Michael Mann. En gros, c'est à peu près ça, pas sur tout le film, mais il y a quand même pas mal de scènes qui sont un peu proches d'un Michael Mann, mais en tout cas d'un réalisme un peu froid, comme peut le proposer certains films de Michael Mann. Et évidemment, le début est un immense hommage à Heat. Mais du coup, en fait, le problème, c'est que le Joker, il marche super bien dans le délire nihiliste, etc., dans un film de Michael Mann. Le truc, c'est que je trouve que Batman, pas trop. Je trouve qu'il y a des scènes avec Batman où c'est hyper chelou et même parfois vraiment drôle de le voir interagir avec des gens qui ne sont pas déguisés. Parce que du coup, ça donne un film qui est sérieux, de ouf, qui se passe en plus dans un univers complètement contemporain que tu peux identifier. Certes, c'est Gotham City, mais ça pourrait être c'est évidemment des buildings de vraies villes, quoi. C'est pas un univers art déco comme le proposait la série animée ou le truc un peu gothique de Tim Burton. C'est vraiment genre des gratte-ciel avec des baies vitrées, etc. Mais il y a un mec, il est habillé en chauve-souris. Et tout le monde lui parle normal. Et du coup, il y a des séquences, moi, où il y a Gordon et tout, ils sont en train de compter des billets. Il y a après un braquage fait par des gens qui sont à peu près crédibles. Parce que oui, il est déguisé le Joker, mais on peut imaginer un mec qui a pété un câble, qui est vraiment complètement dans un moment... il est à la fin de sa vie, il est dans un truc de semi-suicide. Donc je peux imaginer un mec habillé comme le Joker commettre des crimes. C'est envisageable dans l'univers du film. Mais le fait qu'il y a un keuf qui travaille depuis des années, qui discute avec un gars comme si de rien n'était, mais qui est déguisé en chauve-souris et qui dit et qui prend une grosse voix. Ça, il y a des moments, c'est hyper drôle. Alors, c'est pas grave, mais du coup, ça amène plein de trucs, plein de séquences un peu cheloues, où notamment, là, tu reproches l'existence même de Batman. Non, parce que Batman n'est pas du tout un personnage qui est choquant dans tous les autres univers que j'ai vus de Batman. Que ce soit dans les comics, parce que forcément c'est sous la forme de dessin, que ce soit dans les dessins animés, parce que l'univers par exemple d'un dessin animé comme celui de 90, c'est un univers art déco dans lequel on peut tout à fait comprendre qu'il y a un mec déguisé en chauve-souris. Les films de Burton, parfaitement aussi, il n'y a pas de problème. Et même le film des années 60... et la série des années 60, dans son côté un petit peu pop fifou là, ça ne me choque pas du tout que des gens soient déguisés comme ça. Ce que je critique, c'est pas l'existence même de Batman ou la base de Batman qui est un mec déguisé en chauve-souris. Ce qui me fait rire en fait, spécialement The Dark Knight, pas dans tous les Nolan, parce que dans le premier il y a pas ce problème-là, puisqu'on est dans un univers un petit peu aussi foufou. Mais dans le 2, dans The Dark Knight, c'est vraiment l'existence d'un personnage comme Batman dans un monde qui est vraiment littéralement le monde dans lequel on vit, quoi. Quasiment. Il y a quelques trucs, évidemment, vous allez peut-être pas me dire c'est pas le même, mais quand vous prenez un screenshot, si vous voulez, de The Dark Knight, ça pourrait être une photo que vous avez prise à Chicago. Sans aucun problème, vraiment, avec la même faune, les mêmes gens habillés pareil, comme à l'époque où c'est sorti, en fait. Donc c'est très contemporain. C'est ça que je dis. Le fait qu'il y ait un mec déguisé en chauve-souris, c'est très bien, c'est Batman. Je suis très fan de Batman. Il y a des comics de Batman ici. J'adore Batman. Mais le fait de mettre Batman dans vraiment un environnement avec des vrais flics qui parlent, qui s'expriment tous comme des vrais keufs, où tout le monde a l'air tout à fait normal et d'avoir des conversations tout à fait logiques et normales, avec au milieu un mec qui est déguisé en chauve-souris, ça peut me faire rire. Et il y a des scènes, du coup, qui deviennent extrêmement drôles. Par exemple, la scène de l'interrogatoire, qui est géniale. En termes de dramaturgie, elle est super. Parce que la confrontation de deux personnages légendaires, elle fonctionne. Moi, la première fois que j'ai vu au cinéma, cette scène-là, je la trouvais géniale. Mais revoyez-la et dites-vous, essayez de penser à ce qui se passe dans la tête des keufs, qui sont des vrais keufs en mode de Chicago, qui sont des mecs de la PJ, qui sont la Chicago Police Department. Imaginez ce qui se passe dans leur tête. Déjà, quand ils bloquent la porte avec une chaise, vous captez ce qui se passe dans la tête des mecs, des keufs. Ils se disent, mais attends, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Le mec, personne le connaît. Personne connaît son blaze. On sait pas qui c'est ce gars-là. Il est arrivé déguisé en chauve-souris. Il parle hyper chelou. Comment on peut lui avoir fait confiance au point de l'enfermer avec un vrai criminel ? Genre, le mec a l'air complètement psychopathe. Et tu sais, je suis sûr, il y a un des keufs dans cette scène-là qui s'est tourné vers ses collègues et il a fait « Mais je vous avais dit !» Enfin, je vous avais dit ça peut arriver ça. Vous êtes des cons, quoi. Le mec est déguisé en chauve-souris. Il est là en train de dire ouais, moi je suis la nuit et tout, je vais arrêter les criminels. C'est qu'en fait, le côté sociopathe de Batman, tu le ressens pas quand c'est dans un univers complètement fantasmé, mais quand t'es dans un vrai monde avec des vrais flics qui ils remplissent des rapports. Les keufs de The Dark Knight, ils sont pas dans un truc de on est dans un monde un peu fifou. Les mecs, ils remplissent des rapports. Leur quotidien, c'est il y a eu un braquage, il y a eu un truc, un taxi s'est fait tirer dessus. C'est Cops, quoi. C'est la série de télé-réalité Cops. Et là, ils sont partis dans un délire où ils sont tous matrixés entre eux, en mode ouais, il est chelou, mais il est quand même
même sympa quand même, ce gars déguisé en putain de chauve-souris, quoi. Et voilà, il tabasse des mecs, ouais, mais vas-y, faut bien tabasser des mecs. Tout ça, en fait, qui fonctionne très bien dans tous les autres univers de Batman, dans The Dark Knight, spécifiquement dans ce film-là, moi, ça m'a fait prendre du recul et je me suis dit, mais du coup, soit, en fait, ce personnage, ou alors tout le monde est fou. Mais ils parlent pas comme des fous, en fait. Les keufs, ils parlent comme des mecs normaux, mais ça veut dire qu'ils sont tous complètement cinglés, parce qu'il est absolument impossible que, même avec l'appui de Gordon, que toute la hiérarchie des keufs de Chicago ait accepté qu'il y ait un moment un mec déguisé en chauve-souris qui s'enferme, enfin qui interroge des témoins, ou des criminels, quoi. C'est complètement ouf, non? Donc voilà. Mais tu peux faire un truc, tu vois, ça marche. Ce que je dis ne concerne pas, par exemple, les Arkham Knight. C'est pas une question de ton. Tu peux faire quelque chose de très sombre et de très violent avec Batman dedans. C'est vraiment le côté proche de la réalité, de l'univers de The Dark Knight qui, moi, un peu me sort du film. Donc voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Vous pouvez revoir le truc. Après, ça reste un bon film et toutes les parties du Joker, par contre, fonctionnent à balle de malade. Et je trouve que tous ces trucs-là sont hyper marrants. C'est juste que tu pars du principe que ça se passe dans notre univers. Mais ça ne se passe pas dans notre univers. Ça se passe dans Gotham City. Mais le problème, c'est que le Gotham City qui est décrit, enfin, le problème, c'est que vous pouvez trouver ça génial. Moi, le truc qui m'amuse dans certaines scènes de The Dark Knight, c'est qu'en fait, le fait que Gotham City soit vraiment un décalque littéral d'une grande ville américaine, ou en tout cas occidentale, moderne, actuelle, contemporaine à l'univers, et que tous les personnages parlent de façon très réaliste comme des personnages. Si vous voyez, en fait, il y a des moments, il y a des scènes dans le film, c'est vraiment Hit. Et dans Hit, que j'aime beaucoup, qui est un chef-d'œuvre, qui est un des plus grands films de. J'aurais trouvé ça hyper chelou qu'il y ait un moment, en fait, les keufs de Hit, donc qu'on soit dans une scène d'interrogatoire avec donc Al Pacino qui est en train de because she's got a great ass. Voilà, cette scène-là, par exemple, là, et derrière Al Pacino, je me rends compte qu'il y a un mec, il est déguisé en chauve-souris, quoi. Et il regarde comme ça l'interrogatoire, et il fait ouais, vas-y Al. Ça aurait été hyper chelou. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça me fait rire. Mais voilà, mais il y a des scènes absolument merveilleuses dans The Dark Knight, il y a des idées de mise en scène absolument superbes, et il y a des personnages géniaux, et c'est la meilleure incarnation du Joker, selon moi, quoi. Voilà, merci beaucoup à toi dans ton Cubitus 22 pour le deuxième mois de sub, tu déchires. Je vais regarder quand même pour vérifier si personne n'a sub pendant cette très longue diatribe sur un film The Dark Knight. Je suis désolé si je gâche un peu ce film. Merci beaucoup à toi, Grand Lucius aussi, pour ton sub, tu déchires. Désolé si je gâche le film. Si vous aimez le film, c'est cool. Hein. Moi, voilà, c'est super cool. Et moi aussi, j'aime le film en fait. Mais c'est juste vraiment, il y a des trucs où ça me fait rire, quoi. Parce que ça implique plein de choses sur comment ils sont arrivés à. Enfin bref, voilà. Donc ça va. Tu me fais rire, Karim. De rien. Écoute, tout le plaisir est pour moi. Voilà. Heath Ledger et pas Joaquin Phoenix. Non, je trouve que Heath Ledger est un bien meilleur Joker que Joaquin Phoenix, qui est un excellent acteur, hein, Joaquin Phoenix, que j'ai adoré dans nombre de films. Je trouve qu'il est un fantastique acteur, mais je trouve que Heath Ledger, il défonce tout, par contre. Là, pour le coup, voilà. J'ai dit un truc, enfin, j'ai fait un long monologue sur ce qui me déplaisait dans The Dark Knight. Je peux faire un long monologue sur la performance incroyable de Heath Ledger. Merci beaucoup à toi, Aurélien Angla 5 pour le Prime, tu déchires. Je peux faire un long monologue aussi sur le fait que Heath Ledger est un fantastique acteur un fantastique acteur, et que sa performance est absolument légendaire, et qu'il offre au film un vent c'est incroyable. La performance de Heath Ledger, c'est même un des meilleurs personnages, disons, adaptés de comics au cinéma. Tout court. Il y a même pas dans les Burton, que j'adore, et j'adore genre Catwoman et le Pingouin dans Batman Returns, qui est pour moi le meilleur film Batman en fait au cinéma. Je trouve qu'il est absolument fantastique, Batman Returns, et j'adore ces méchants. J'adore Catwoman et j'adore le Pingouin, et je trouve que leur incarnation elle est parfaite. Et ben je trouve quand même que Heath Ledger arrive à mettre encore la barre un peu au-dessus. Je trouve que c'est vraiment, sa performance est légendaire. Et plus le temps passe, pour le coup, c'est l'inverse, plus je me rends compte. Il y a ma copine qui rentre à côté. Bonjour. Ça va ? Plus je trouve que sa performance est fantastique. Voilà. Donc voilà. Même si j'adore le Joker de Nolan, ma nostalgie me bloque d'amour sur Jack Nicholson, qui est merveilleux aussi, hein, qui est une super incarnation du personnage. C'est amusant parce qu'en fait, ce personnage-là du Joker, qu'on peut imaginer être très difficile à incarner, a été plutôt très bien incarné au cinéma, notamment, et j'inclus au cinéma Mark Hamill dans sa version animée du Joker, il donne la voix. C'est aussi une très bonne performance du Joker, quoi. C'est amusant, et je pense que c'est aussi parce que justement le personnage paraît être une telle montagne à accomplir pour un acteur, ce que j'imagine, on se dit c'est tellement un personnage peut-être important de la pop culture que du coup il y a un soin particulier qui est donné ça va être l'heure de manger, Karim. Tu dis ça, je suis justement en train de me dire que je commence à avoir la dalle, et on a des courses, et donc je peux faire des choses délicieuses à manger, je pense. Et il nous reste du comté. Du merveilleux comté. Qui a 24 mois, celui-là ?
24 mois. On a dû compter 24 mois, c'est incroyable. Et on a un peu de pain, ça va être merveilleux. Mais du coup, voilà. Donc ouais, et je pense que justement, le fait que ce soit un personnage compliqué à incarner, où les gens se disent, ouais, c'est un personnage un peu légendaire, faut pas que je me foire, ça fait qu'il bosse à donf dessus et que du coup, les résultats sont plutôt cool. Je trouve vraiment que les incarnations du Joker, à une exception près, que j'avais oublié, mais que j'ai effacé de ma mémoire et qui ne reviendra jamais, qui est quand même celle de Jared Leto. Voilà, je peux aussi faire une très longue diatribe sur le fait que Jared Leto joue vraiment très mal le Joker. Ça, c'est un calvaire. C'est absolument terrible. Merci à toi, Sopirate, pour le Prime. Mark Hamill dans les Arkham, ouais, il est mortel aussi. Jared Leto, c'est chaud de ouf. Et je sais que que c'est un running gag et que tout le monde déteste l'incarnation de Jared Leto, du Joker par Jared Leto, pardon. Et je sais que je surfe avec la vague en disant du mal, mais je m'en fous. Avant d'avoir lu quoi que ce soit ou vu quoi que ce soit sur son personnage, avant d'avoir entendu les gens dire qu'il était nul, j'étais déjà sûr qu'il était nul. J'ai vu ce film. C'était insupportable. C'était insupportable. Sa performance, elle est insupportable. Elle est vraiment effroyable. Et c'est même un... C'est tout ce que je déteste. Voilà, la performance de Jared Leto, parce que même tout ce qui entoure, tout le métatexte autour de la façon dont il a préparé le rôle, pour le coup, m'énerve. Parce que même dans sa préparation, on sent qu'il y a eu du qui fait semblant, quoi. On sent que... Parce que Heath Ledger, il s'était vraiment mis dans un délire. Il s'était vraiment mis dans le délire de je vais essayer d'offrir une performance qui est à la hauteur, non pas des incarnations du Joker passé, mais qui est à la hauteur des grandes performances d'acteurs de l'histoire du cinéma, en fait. Quand il est parti sur ça, il s'est dit ça. Jared Leto, il s'est dit, je vais faire semblant. Il s'est dit, je vais cocher les cases de ce qui a l'air un petit peu foufou. Et il l'a fait, quoi. Et il y a plein d'anecdotes de trucs qu'il a fait sur la préparation de ce film qui sont, mais qui de l'ordre du pignouf, quoi. Genre, tu fais, ah ouais, mais t'es vraiment un tocard. Parce que il y a des trucs que je trouve vraiment nuls. Et si au moins ça avait donné un truc quand même intéressant, bon, on pouvait oublier. Il s'avère que je trouve que sa performance, elle est dégueulasse. C'est incompréhensible. Je sais même pas pourquoi ils sont allés chercher Jared Leto. Merci à toi, Lil Lagoon, pour le sub que tu viens de prendre. Tu me dis quoi? Ça vaut le coup de regarder Suicide Squad juste pour la culture? Non. Suicide Squad, pour le coup, c'est vraiment à la hauteur des films de merde adaptés de comics qu'on avait dans les années 90 quand j'étais petit. C'est ce type de merde, en mode style, en mode Spawn, c'est ce genre de merde. Et encore, je suis gentil, c'est vraiment... Suicide Squad, la première heure de Suicide Squad, je vous jure, et je rigole pas, quand j'ai vu la première fois le film... Alors je parle pas du dernier, je parle évidemment de la version Ayer, mais la première heure, la première demi-heure, la première heure de Suicide Squad, quand je l'ai vu au cinéma, je me suis immédiatement dit, c'est une des séquences les moins bien montées que j'ai jamais vues de ma vie. En termes de montage, mais c'est un cas d'école. Si j'avais le droit de vous montrer des images de Suicide Squad, je prendrais juste le début du film et je vous expliquerais pourquoi. Genre, c'est un truc de malade, mais c'est des malades. Les mecs qui ont monté ça sont des fous. Alors, je sais, c'est sûrement contextuel et il a dû se passer des choses effroyables. Merci beaucoup à toi, The Funk, pour le 4e mois d'abonnement. Tu dis, beau mec, tu dis digne du Batman avec Clooney, mais le Batman avec Clooney, au moins, il est drôle. Au moins, t'as Schwarzenegger qui fait plein de vannes sur la glace. Break the ice, je le fais très mal, mais il fait des choses comme ça qui sont au moins un peu rigolotes, quoi. Au moins, il y a George Clooney qui est là en mode qu'est-ce que je fais ici? Je ne sais pas, j'ai peur. Je trouve que c'est une effroyable merde, évidemment, de Batman et Robin, mais au moins, il est divertissant. Suicide Squad, j'avais vraiment envie de partir, quoi, de la salle, ce qui m'est très rarement arrivé dans ma vie, de partir d'une salle de cinéma. Mais j'avais envie de bouger, quoi, de dire mais là, vous vous foutez de ma gueule, quoi. Là, c'est une plaisanterie, genre... je demande pas non plus que ce soit genre je comprends, vous êtes dans des conditions de production compliquées, genre, mais là c'est du foutage de gueule, quoi. Là c'est vraiment cette espèce de délire à la Gardien de la Galaxie, mais vraiment pété, où tu sens qu'ils ont tordu le film pour le faire rentrer dans Gardien de la Galaxie. Non, c'est horrible. Au moins le James Gunn, il y avait des trucs rigolos. Merci à toi, John Rippers, pour ton 2e mois d'abonnement, tu déchires. Tu es d'une générosité hallucinante. Alors je sais pas si c'est une légende, Karim, mais j'avais lu que Warner avait fait remonter le film par une boîte qui s'occupait de clips musicaux. C'est tout à fait possible. J'avoue que je me suis pas renseigné sur comment s'est fait le film, tellement j'ai trouvé ça effroyable, mais non, c'est un cauchemar, quoi. Pour moi, le Joker de Heath Ledger est incarnation du chaos, avec qui nous laisse imaginer son background, tandis que Jared Leto, c'est Bozo le clown rempli de clichés. Ouais, il y a un peu de ça. Mais c'est vrai que c'est génial. En fait, le personnage est hyper bien construit, évidemment, dans The Dark Knight. Pour le coup, il y a un immense hors-champ. Et c'était absolument ce qu'il fallait faire avec un personnage comme le Joker, et qui est du coup presque traité comme une espèce d'incarnation minimaliste, un peu carpenterienne en fait, du mal, avec cette espèce d'origine qui n'en est pas une de sa gueule. Au fait, tu as vu le vieux film de 1928 qui a inspiré... Tu parles de The Man Who Laughs? Oui, c'est très connu ça. Merci à toi, Okario-kun, pour ton 3e mois de sub.
Salut Karim, je sais pas si c'est discussion libre. Oui, c'est le cas. Mais si oui, j'ai jamais entendu ton avis sur le Ghost in the Shell live action américain. J'ai trouvé que ça avait aucun intérêt. Je sais pas. J'ai pas du tout été choqué par le concept. Moi, en vrai, voilà, quand je parle comme ça, je suis un peu passionné, je peux paraître un peu véhément, mais il y a rien de tout ce que je dis qui m'énerve vraiment au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, je suis très heureux de ce qui se passe dans le monde. Enfin, pas en ce moment, mais dans ma vie et tout, je suis plutôt un mec heureux. Et c'est rare que je me dise ah putain, il m'a niqué ma journée, j'ai vu un mauvais film. Et dans l'absolu. Attendez. Non, le Joker d'Heath Ledger est tout sauf chaotique. Toutes ses actions puent le plan à plein nez. Ah bah ça se discute, ça. Ah, tu penses ? Il y a une vraie notion de... il y a une représentation de l'anarchie quand même qui est... Mais alors peut-être que c'est... D'accord. Peut-être qu'il veut avoir l'air chaotique du coup. Mais on sait pas. Mais justement, mais en fait, le personnage a plein de, si tu veux, de zones d'ombre qui sont très peu explorées par le film. Il y a cette espèce de... qui est symptomatiquement très bien représentée par cette anecdote qu'il raconte sans jamais vraiment la raconter. Enfin, on sait qu'elle est fausse. Et ça, c'est très malin aussi dans la gestion des informations que tu donnes aux spectateurs. Encore une fois, il y a des trucs que je trouve très intéressants dans The Dark Knight. J'ai dit du mal de l'incarnation, du fait que le personnage de Batman me paraissait un peu absurde dans le contexte du film. Mais après, on peut aussi arguer qu'il n'y a pas vraiment moyen de faire autrement quand tu as envie d'offrir. Voilà. Et puis, ça a très bien marché. Voilà, c'est devenu quand même culte. Merde, j'ai oublié ce que je disais du coup. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, je trouvais que ça avait aucun intérêt. J'ai pas été choqué par l'idée de faire un remake de Ghost in the Shell, parce qu'après tout, je m'en fous. Parce que l'original, je trouve que c'est un chef-d'œuvre en fait, Ghost in the Shell, donc c'est pas grave. Après tout, que ça existe. Mais après, je trouvais ça vraiment sans intérêt. Assez aseptisé, pas très intéressant en termes de construction, assez classique. Et il n'y a pas surtout la beauté du fait que c'est de l'animation. C'est vrai que c'est un peu con à dire, parce qu'évidemment, ce n'est pas de l'animation. Mais il y a quelque chose d'assez stupéfiant aussi dans la façon dans la beauté des mouvements qui sont animés dans Ghost in the Shell, qu'on trouve évidemment pas de fait dans l'adaptation. J'ai pas vu Alita. Je n'ai pas vu Alita Battle Angel encore. Merci à toi. Je vais pas dire ton pseudonyme parce que c'est vulgaire. Mais merci à toi pour ton 3e mois d'abonnement. T'es dégoûtant. Mais je t'aime. Je t'embrasse. Tu penses quoi du prochain film Winnie l'ourson ? Il y a un prochain film Winnie l'ourson ? J'ai pas vu. J'ai pas vu les images. Non, on peut discuter de quoi ? Cyberpunk Edge Runner, j'ai pas vu parce que je me suis un peu séparé de Cyberpunk parce que j'ai été très déçu par le jeu en fait. Je fais partie de ceux qui ont été vraiment sincèrement déçus par le jeu, même si j'ai cru comprendre qu'il avait été un petit peu remanié et qu'il est désormais beaucoup plus intéressant et beaucoup plus sympa à faire. Moi, à sa sortie, en fait, j'y ai joué et j'ai trouvé ça pas ouf. Est-ce que tu as vu Everything Everywhere All at Once ? Alors oui, celui-là par contre, je l'ai vu et j'ai trouvé que c'était vraiment super bien. Ça, j'ai adoré. J'ai adoré Everything Everywhere All at Once. Ça correspond parfaitement en plus à l'état d'esprit, au film que je voulais voir en ce moment, que je trouve, comment dire, c'est un film qui est très actuel en même temps. Je trouve que le multivers est vraiment traité pour le coup de façon relativement jusqu'au boutiste. Et on peut pas lui reprocher de manquer de générosité à ce film-là. Et je pense que c'est super cool en ce moment de voir un film et de se dire, là pour le coup, le délire un peu méta, il est justifié intelligemment en plus par ce qu'est le film. Et je trouve que c'est là, je peux pas bouder mon plaisir, quoi. Il y a vraiment, je peux pas ne pas reconnaître que les gens qui ont fait ce film et tous, je veux pas dire juste les réals, je parle de vraiment toutes les gens qui ont bossé sur ce film, ont été d'une générosité totale et ont été vraiment en mode on va exploiter ce concept-là qui nous intéresse vraiment et on va essayer d'en foutre vraiment plein la gueule. Parfois, ça peut faire un peu trop plein, mais pas pour moi. Je trouve que même s'ils t'en foutent plein la gueule, c'est cool parce que t'avais envie de voir ça, quoi. Là, pour le coup, les promesses du film sont tenues. C'est-à-dire, le film commence en disant il y a ça et ça ça va être un film là-dessus, et oui, c'est tenu. Et en plus, ils arrivent, cette performance fantastique. Merci beaucoup à toi, Balaboobs, pour le 3e mois de sub consécutif que tu viens de prendre, et tu me dis des poutous. Et ben, je te fais aussi plein de politiciens d'extrême gauche. Moi, je te fais des Mélenchon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est dur de pas reconnaître que là, il y a une vraie générosité dans le film qui est super cool. Et en plus de ça, ils arrivent, en plus de cette espèce de festival de scènes que tu as envie de voir, de fight, de trucs comme ça, ils arrivent à avoir en plus, dans le fond, un vrai film qui se construit avec des superbes personnages. Moi, Michelle Yeoh, je la trouve émouvante et belle dans le film. Elle est magnifique. D'ailleurs, tout le casting est génial. J'ai oublié son blaze, je suis désolé, mais le mec qui jouait Data et 2001, qui fait un comeback, il est merveilleux aussi. C'est un film super touchant, en plus d'être un film vraiment généreux, jouissif, rigolo. C'est amusant, ça prend pas son spectateur pour des cons. Ça se met vraiment au niveau du spectateur, genre en mode on va montrer aux gens ce qu'on a envie de voir. Ça se ressent direct. J'ai adoré Everything Everywhere All at Once. J'ai vraiment adoré. Pour les coups, je trouvais que Everything Everywhere All at Once n'allait pas assez loin dans les idées et dans les délires. Quand même, à l'aune de ce qui se
fait au cinéma aujourd'hui pour quand même quelque chose qui se vend aussi comme un divertissement populaire, qui n'est pas un gros budget, qui n'est pas un blockbuster, mais qui se vend quand même un film divertissement et tout public. Donc oui, on n'est pas dans une expérimentation formelle pure, mais en même temps, voilà, on n'est pas au Palais de Tokyo. C'est un film narratif comme on le connaît. Je trouve que ils ont quand même réussi à mettre plein de choses dans le film, quoi. Merci à toi, Mewo Prime. Pour moi, c'est vraiment Everything Everywhere All at Once. Merci beaucoup à toi, Radgoblinoid. Tu me dis bonjour Karim, Bullet Train, un avis tant qu'on est dans les sorties. J'ai pas vu. Il y a un truc dans Everything Everywhere All at Once en le voyant, je me suis dit, mais c'est vrai que j'avais bien aimé Doctor Strange 2, mais quand tu vois des films qui se passent un petit peu dans ce délire de multivers, Everything Everywhere All at Once, à côté quand même, va plus loin, quoi. Va plus loin que la plupart des divertissements qu'on a eus. Et je trouve que quand même, c'est un petit peu le film que j'aurais aimé voir en regardant Matrix 4. Voilà. C'est-à-dire que ce que je reproche à Matrix 4, c'est que le métatexte du film sert vraiment à flatter l'ego des gens qui l'ont fait, et ça se voit et c'est désagréable. Parce que c'est un film qui parle de toi-même en train de faire un film et tout. Voilà, c'est vraiment là, j'ai trouvé que c'était genre ça se la pète. Matrix 4, je trouve que ça se la pète. Et moi, ce que je voulais voir en voyant Matrix 4, c'est ce que je voulais voir d'ailleurs en voyant aussi le premier Matrix. Everything Everywhere All at Once est plus proche de Matrix 1 que Matrix 4 dans le ton. Parce que du coup, dans Matrix 1, ce que j'avais adoré, c'est le côté de waouh, c'est fait par des fans de Kung Fu, de films. Pardon. Merci beaucoup à toi, Zilla, pour ton Prime aussi, tu déchires. C'est beaucoup plus, proche c'est fait par des gens qui aiment le cinéma asiatique, etc. et qui essayent de te mettre avec un trop plein de générosité tout ce qu'ils ont aimé dans la SF, dans le cyberpunk, dans les arts martiaux, dans le même film. Ce que n'est pas du tout Matrix 4, qui est juste un film pour t'expliquer ce que c'est que de faire un film et à quel point c'est compliqué de faire la suite d'un film qui est considéré comme un chef-d'œuvre et à quel point ça te dépasse, mais en même temps, merde, t'es plus haut que ça. Donc j'ai ce gros problème-là dans Matrix 4. Doctor Strange 2 aurait dû être beaucoup plus fou. C'était censé être The Multiverse of Madness. C'est vrai qu'il y a Madness dans le titre. Professeur, c'est des trucs, me dis-tu ça? Et t'as un peu raison. Mais quand même, il y a des scènes, je trouve, dans Doctor Strange 2 qui ont à la fin, en fait, qui, moi, me font me dire, mais c'est comme... Là, il y a un truc qui est un peu plus original que d'habitude. Je comprends qu'on n'aime pas Doctor Strange 2. Encore une fois, je vais pas défendre ces films-là. Ça reste pour moi un peu un film de Sam Raimi. Pas à la hauteur de ce que devrait être un film de Sam Raimi de super-héros, on est d'accord, mais c'est quand même pas... Voilà, c'est mieux que plein d'autres films quand même du MCU, et c'est vraiment de loin, je trouve, de très loin le meilleur film de la phase 4. Je trouve, pour le coup, moi je suis pas critique de tous les Marvel, je trouve qu'il y en a qui sont vraiment sympathiques, devant lesquels j'ai pris beaucoup de plaisir et tout, mais la dernière phase, je la trouve anecdotique, mais genre je m'en bats les couilles de tout le monde, quoi. Je m'en bats les couilles de Shang-Chi, je trouve on s'en bat les couilles. Le Black Widow en flashback, je m'en battais les couilles complètement. Eternal, c'était laid. Je trouvais ça moche de ouf. Il n'y a que Loki que j'ai trouvé sympa. Donc voilà. Un avis sur Dune de Denis Villeneuve. Eh ben, figure-toi que alors moi je suis pas du tout fan de Denis Villeneuve et je connais rien à Dune. Alors je connais rien à Dune. Si j'ai vu le film de Lynch et j'ai vu le documentaire sur la version qui n'existe pas du film par Jodorowsky. Mais c'est tout ce que je connais de Dune. J'ai jamais lu les bouquins, j'ai jamais joué aux jeux vidéo. Donc Dune, je suis vraiment un gosse. Mais pourtant, je trouve que c'est un univers fascinant. Je trouve que c'est un univers absolument incroyable. Il faudrait que je m'y mette un jour. Mais je connais pas bien. Et du coup, quand j'ai vu le film de Villeneuve, j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Et pourtant, j'aime pas trop Villeneuve. Karim, si t'es fâché avec Cyberpunk, je te conseille donc de regarder Edge Runner, ça va te réconcilier avec la franchise. C'est ce que j'ai cru entendre, ouais, que c'était vraiment sympa et que ça a relancé l'intérêt dans le jeu vidéo. Qui m'avait vénère parce que du coup j'avais des bugs et tout, donc ça me saoulait d'y jouer. Mais pourquoi t'aimes pas Villeneuve? Parce que je trouve que ça se la pète un peu. Voilà. Je trouve que c'est le truc que j'aime à dire sur Villeneuve, c'est je trouve quand même ça. C'est un peu c'est les réals que je mets un petit peu avec lui, Aronofsky et un peu Nolan aussi, mais un peu moins Nolan, mais quand même un peu Nolan. Je trouve que ça se regarde un peu parfois faire des trucs. Ça pourrait être un peu plus divertissant, mais ils sont dans une frange du cinéma populaire hollywoodien qui est intéressante, qui est en gros des blockbusters d'auteurs, quoi. C'est ça qu'ils essayent de te vendre, que ce soit Villeneuve, Aronofsky ou alors Aronofsky peut-être un peu moins blockbuster, mais Nolan, quoi. Ils sont dans ça vraiment. Mais c'est la même raison pour laquelle j'ai pas aimé Tenet, par exemple. Ça, j'ai vraiment pas aimé Tenet. Autant The Dark Knight j'aime bien, mais je trouve qu'il y a des trucs drôles. Autant Tenet, je trouve que ça se prend vraiment trop au sérieux. Et Villeneuve, pareil, je trouve qu'il se prend vraiment trop. Pourtant, ça fait longtemps que je le connais. Hein. Moi, Villeneuve, je l'ai découvert avec Polytechnique. Avec Polytechnique, que j'avais trouvé pas ouf, que j'avais trouvé sympa comme exercice de style, on fait un petit peu du Gus Van Sant, on refait un peu Elephant, mais sur un autre fait divers, traité un peu de la même manière et tout. J'avais pas trouvé ça ouf non plus. Et il y a certains films que j'ai trouvé sympa de Villeneuve, mais globalement, le point de rupture pour moi sur le cinéaste, ça a été Blade Runner,
que j'ai vraiment pas aimé, parce que je suis vraiment très fan de Blade Runner, et pour le coup, j'attendais vraiment un truc chouette, et visuellement, je trouvais que ça avait de la gueule, et j'avais envie de voir ça, et en voyant le truc, je me suis dit non, c'est pas du tout ce que j'ai envie de voir. Il y a des trucs qui m'ont vraiment genre déçu dans Blade Runner. Il y a des trucs où je me suis dit non mais là c'est pas. Il y a des trucs qui sont même pas assumés, mais c'est bizarre, tu vois, des espèces de trucs de ouais non on va tiède. Scénaristiquement il y a des problèmes. Moi dans Blade Runner je trouve que c'est pas bien écrit. Dans le 2049 je trouve qu'il y a des vrais problèmes de scénar. Il y a des trucs qui vont nulle part. Dans Blade Runner 2049, il y a des trucs genre tout ce truc de révolution, ça va nulle part. Alors je sais pas s'ils voulaient faire une suite ou quoi, mais du coup il y a des espèces de brides de pensée, de trucs de début de machin qui vont nulle part. Il y a des problèmes scénaristiques, il y a des clichetons de films d'action. Il y a des clichés de films d'action des années 90 que je pensais pas voir dans un film qui se veut un peu être un film d'auteur, un petit peu. Il y a des trucs de je suis le méchant, j'ai devant moi la seule. Je suis un méchant en plus, un assassin quoi. C'est-à-dire que je suis méchant, je tue des gens, je tue des keufs. Je peux tuer des keufs dans des commissariats à Los Angeles. Il y a devant moi à peu près la seule personne qui pourrait influer négativement sur mon plan de méchant. Je ne le tue pas. Voilà, je le mets juste en position de soumission et je le laisse là et je m'en vais. 2 fois dans le film, ils font le coup, quoi. Des trucs, mais incompréhensibles. Non, mais il y a des trucs scénaristiquement, vraiment, j'ai eu des problèmes avec Blade Runner. Et ça a été le point de rupture où je me suis dit, non, mais en fait, Villeneuve, ça se la pète, mais ça raconte pas grand chose d'intéressant et ça m'a saoulé. Mais bon, d'une, en fait, j'ai pas trouvé ça dégueulasse. J'ai trouvé que ça se regardait. Franchement, j'attends de voir la suite. Mais après, j'ai pas non plus le recul parce que Blade Runner, j'étais fan et Dune, je ne connais pas. Donc, du coup, peut-être que si j'avais été fan de Dune comme j'étais fan de Blade Runner, j'aurais regardé le film et dire ah non, il trahit un peu le truc. En fait, non, c'est pas ça. Et visuellement, voilà, Blade Runner, je trouvais ça super beau, la version de Villeneuve. C'est visuellement magnifique, la photo est superbe et tout, mais pour moi, c'est pas la tête que j'avais. Enfin, dans ma tête, c'était pas ça, Blade Runner. Blade Runner, ce que je trouvais génial dans l'esthétique de base, c'était le délire hyper maximaliste d'avoir des univers comme ça, bourrés de néons, de détails partout, où tu as l'impression d'être complètement happé par autant de détails. Tu as l'impression que ton cerveau peut à peine reconstituer qu'est-ce qui est un bâtiment, qu'est-ce qui est de la tech, qu'est-ce qui est... Ça, c'était super et c'était grisant. Alors, je comprends qu'ils ne veuillent pas refaire exactement la même chose. Ils le signifient d'ailleurs de façon... Alors, je ne sais pas si c'est littéral ou pas. Le plan de l'œil, est-ce que vous pensez que c'est une volonté de Villeneuve de montrer que, ah non, dans mon film, c'est différent? Parce que, du coup, Blade Runner a un plan d'un œil qui est très célèbre où tu as une ville, j'allais dire post-apo, mais non, une ville cyberpunk qui se reflète dans un œil, qui est un plan magistral et sublime sur la musique de Vangelis et tout. Et du coup, ils refont dans la version de Villeneuve exactement le même, sauf qu'il n'y a absolument aucun reflet dans l'œil. Et je sais pas, j'imagine qu'il y a un propos sur ça, parce que les yeux sont quelque chose de très important dans l'univers de Blade Runner. Ça, pour ceux qui ont vu mon live sur Blade Runner, vous comprenez pourquoi je dis ça. Mais du coup, j'ai eu l'impression en fait qu'il y avait bah voilà, c'était symbolique en fait de l'esthétique du film, en mode on refait un truc à la Blade Runner, mais en fait beaucoup plus épuré et beaucoup plus vide. Et du coup, voilà. Je ne sais pas si c'est volontaire, je ne sais pas si c'est une démarche consciente esthétique qu'il a voulu épurer le truc et partir vers quelque chose de beaucoup plus minimaliste en fait. Je saurais pas pourquoi en plus, donc j'imagine que ça a du sens. Peut-être ça a du sens et il y a quelque chose que je vois pas ou que je comprends pas, mais je sais juste que devant le film, ça m'a surpris en fait. Je pensais avoir vraiment quelque chose qui est dans la veine esthétique du premier et ça m'a pas donné ça et du coup j'ai été un peu déçu, même si c'est très beau. En fait, c'est extrêmement beau, mais comme j'ai été désarçonné par le fait que dans ma tête c'est pas ça Blade Runner, ça m'a un petit peu déçu aussi. Merci beaucoup à toi, 3 cactus pour le sub. Tu me dis 2 mois déjà, je m'enchaîne toujours autant vos vidéos de ciné, j'ose toujours pas te dire bonjour quand je te croise sur Fougère. Gros bisous. Écoute, n'hésite pas, hein, vraiment, j'ai que ça à faire. Plus j'imagine que je suis toujours avec mes écouteurs ou en train de je sais pas, c'est possible, mais je suis désolé, ce n'est pas un manque de respect, c'est juste que quand je marche. Toujours un bonheur de te voir sur les internets, Karim. Tu me dis, Jovaneki, merci beaucoup à toi pour ton sub et pour ce gentil compliment, je t'embrasse très très fort, c'est très très choupinou. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça fait combien de temps qu'on est en stream? Ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures, c'est donc j'avais prévu mon stream. Mais on refera ça si ça vous dit de faire des espèces de conversations comme ça plutôt que de jouer forcément à un jeu vidéo. Ça peut être cool. Ça peut être sympa. C'était sympa. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. J'espère que je vous ai pas blessé parce que j'ai pas envie de vous blesser si vous aimez bien les films sur lesquels j'ai du mal. Là, j'ai dit pas mal de mal de plein de films. Mais c'est vrai que je dis aussi ce que je pense, quoi. Donc, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Merci à toi, Matlem87, pour ton prime. Tu déchires. Pour le plan de l'œil de Anna, c'est pas pour créer le contraste du fait qu'elle est un hologramme. Oui, mais c'est visiblement quand même une référence au premier. C'est une référence au premier. Mais il y a aussi le fait de ne pas assumer complètement la dimension répliquant ou pas de Descartes, quoi. Qui est bizarre, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Est-ce que c'est juste pour vraiment blesser personne? Est-ce que c'est une façon d'être consensuel? Mais en même temps, du coup, Villeneuve, j'imagine qu'il est pas, il est un peu autorisant aussi, donc je pense qu'il peut prendre ce type de risque. Moi, j'aurais préféré qu'il statue sur quelque chose en disant voilà, c'est ça, quoi. C'est ça et c'est comme ça et point, quoi. Je sais pas.
Tu refais un stream après quoi? Là, ce soir? Non, ce soir, je vais bouffer. J'ai hyper la dalle. J'ai super faim. Je vais me faire... prépare un stream sur la saga Alien. Je veux ton avis sur chacun des films. Et t'as pas le droit d'aimer Prometheus. Je te rassure. Prometheus, je trouve ça pété. Même si mieux que Covenant. Parce que au moins, c'est un peu différent. Mieux que Covenant. J'ai discuté avec... Il y a des gens qui aiment beaucoup... Pourtant, on s'est croisés plein de fois. Et je connais très bien de Jess, etc. D'accord, tu connais Jess? Ok, bah je t'embrasse très fort. Voilà. Berbelot, tu me dis quoi? Je n'ai aucune putain de culture cinématographique, mais je pourrais t'écouter des heures déblatérer des avis péremptoires sans aucun souci. Écoute, tout le plaisir est pour moi. Si tu veux des avis peu construits, complètement à l'arrache, le soir, comme ça, t'en auras plein si tu veux. C'est gratuit. J'en ai plein, j'en ai surtout. Merci beaucoup à toi, Ounini, pour le Prime. Ce que je pense de la saga Alien, c'est très simple. Mais peut-être on fera un live spécial où je parlerai de la saga Alien. Le 1 est un chef-d'œuvre. Absolument incroyable. Une merveille. Et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a genre peut-être 1 an. C'est un monument de cinéma d'horreur. C'est intestable. C'est vraiment... Il y a toujours la même terreur qu'à l'époque. C'est toujours précurseur sur des milliards de trucs. Ça a inventé tellement de choses, putain. Même là, je revoyais The Thing. Alien, c'est tellement... c'est surpuissant. J'adore Alien. Le premier est un chef-d'œuvre. Le deuxième est un monument du cinéma d'action des années 80. Un peu teubé quand même, mais c'est un chef-d'œuvre quand même. C'est mortel. Les scènes sont jouissives de ouf. L'intelligence de changer le genre du film et tout, ça envoie sur une autre direction. C'est hyper risqué. Parce que du coup, en fait, tu pars sur... Vraiment, tu prends un truc qui est un pur film d'horreur, un pur film d'ambiance, tu fais, je vais faire un truc complètement différent. Et qui est presque une trahison par rapport à l'ambiance du premier, qui est en plus plutôt à la mode par rapport au cinéma, de ce qu'était le cinéma à cette époque-là. On va faire un film d'action à un moment où les films d'action sont quand même plutôt populaires. Donc, très facile d'avoir tous les fans de la saga, du film originel, ils disent non mais t'es un traître, t'as pris la licence, t'en as fait n'importe quoi et tout. Et pourtant, tout marche hyper bien. Il y a des séquences qui arrivent à faire peur dans un film d'action. Il y a des idées de mise en scène qui sont géniales. Enfin, c'est super. J'adore Alien 2, c'est un super film d'action, c'est un super actionneur des années 80. Le 3, c'est compliqué. Parce que le 3, je trouve qu'il y a des bonnes idées. Je trouve qu'il y a une ambiance qui est intéressante et c'est plutôt un survival correct. Mais il y a le spectre de la production complexe du 3. Il y a des idées scénaristiques qui sont vraiment pas très malines. Il y a aussi des idées de mise en scène super. Hein. Toutes les poursuites du 3 en vue subjective, je les trouve hyper malines, hyper intelligentes. Mais il y a quand même le spectre en plus, Fincher qui désavoue le film en disant que c'est pas un bon film, qu'il avait des idées pour des trucs beaucoup plus intéressantes, qu'il y aura jamais en plus de version Director's Cut vraiment définitive de Fincher. Il y a tout ce truc-là qui enrobe le film ça aurait pu être vraiment vachement mieux et c'est quand même vraiment loin derrière, je trouve, les 2 premiers. C'est ce que je pense d'Alien 3. Le 4, je ne l'aime pas, puisque le 4, il y a un problème pour moi d'univers, comment dire, il y a un côté poisseux, mais pas dans le bon sens du terme, pas comme avant, quoi. Il y a un côté vraiment un peu cracra, il y a des scènes un peu dérangeantes, il y a des jeux d'acteurs un peu excessifs. Je trouve pas que le style de Jeunet soit propice à ce type de film non plus. Donc j'ai été, moi, très déçu par le 4, que je trouve pas très bon. Pourtant, moi, Jeunet, je respecte ce mec, hein. Je respecte Jean-Pierre Jeunet, je trouve qu'il a fait des trucs hyper bien. J'adore La Cité des Enfants Perdus et j'adore Délicatessen, mais là, je trouve que ça ne va pas avec la licence Alien, donc j'ai eu un problème avec le 4. J'aime bien le 4, ça change un peu par rapport aux autres. C'est clair que ça change. Mais dans les 4 premières propositions qui ont été faites sur l'univers d'Alien, je trouve que c'est la moins intéressante en tout cas. Je trouve qu'il y a des moments un peu comiques qui ne devraient pas l'être. Je trouve que c'est un peu trop dans le côté on prend des acteurs qu'on a des gueules, on les filme de très très près. Je trouve que le flambeau est pas très bien passé non plus. Ce que ça dit sur les androïdes, pourquoi pas, mais il y a un goût de pas complètement fini aussi. Je suis pas très fan de Alien 4 globalement. Ensuite il y a eu quoi d'autre? Bon, Alien vs Predator, je les gicle, c'est des merdes infectes. Prometheus, j'ai trouvé ça nul, mais au moins c'était original. Et Covenant, j'ai trouvé ça absolument horrible. Absolument horrible. J'ai discuté avec des gens qui défendent Covenant comme un film quand même intéressant, et je comprends. Qui rapportent même ça à plein de choses sur la vie de Ridley Scott. Ça peut être intéressant. Il faudrait que je le revoie aussi, parce que j'ai eu des sons de cloche de gens dont je respecte pareil le point de vue et qui m'ont dit qu'il y avait quand même des trucs intéressants dans Covenant, mais en tout cas en le voyant j'ai trouvé ça vraiment naze. Et j'ai un vrai problème avec Prometheus et Covenant sur le fait que, mon Dieu, que les personnages sont cons, quoi. Il y a des trucs, franchement, il y a des moments c'est censé être genre des gens un peu brillants et tout, qu'on envoie dans l'espace, et il y a des trucs, putain. Moi, le fait de trouver des créatures aliens extraterrestres, de les prendre et de leur faire des papouilles,
Je trouve ça complètement ouf, quoi. De s'approcher à ce point du danger, c'est complètement dingue. Merci à toi, 3 Cactus, pour le sub que tu viens déjà... remercie à toi pour le sub que tu viens d'offrir à Petit Train. Bienvenue à toi, Petit Train, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu fais chouchou. Merci aussi à toi, Ambiello, qui dit « Je suis d'accord, le premier Alien est un chef-d'œuvre. Le premier Alien est un monument. » Et il est adapté en jeu vidéo à nombre de reprises, et j'aimerais bien vous faire des sorts. J'ai hésité, en fait, entre The Thing et Alien. Le premier, sur les adaptations que je voulais tester. Mais je me suis dit, The Thing, c'est un petit peu plus intéressant. Et puis, The Thing, c'est vraiment, pour moi, un des plus grands films de l'histoire. Ounini, je crois que je t'ai remercié, toi. Hop. Et qui d'autre, les amis? Qui d'autre? Hop, Dark Star de Carpenter et Dan O'Bannon est tellement bon et garde l'ambiance glauque d'Alien et du vide de l'espace. Oui, mais j'ai déjà parlé pas mal de Dark Star de Carpenter parce que j'ai fait un podcast sur Halloween avec Nico et Seb, et on discute de toute la carrière de Carpenter avant Halloween. Donc on parle de Dark Star, qui effectivement est un prototype humoristique écrit et co-réalisé par Dan O'Bannon, qui est sympa, qui est franchement pas le meilleur Carpenter, on va pas se mentir non plus. Merci à toi, Faunois, parce que c'est un film complètement fauché. À la base, c'est un film d'étudiant qui ensuite a été étendu en long métrage. Merci à toi, Alex B612, pour le sub aussi, tu déchires. Voilà. Halloween, c'est la base en ce moment. Oui, c'est vrai qu'il y a le nouveau. D'ailleurs, vivement le prochain NTSC. Mais on sait quel film, c'est juste on n'a pas le temps de le faire. Parce que c'est très compliqué de synchroniser nos 3 emplois du temps pour NTSC. Du coup, voilà. Et du coup, les dessorts sur Indiana Jones ne sont plus d'actualité. Ça sera en novembre. Voilà, c'est promis, ça sera en novembre. J'ai pas eu le temps de les faire parce que j'avais pas fini ma superbe interface qui est du coup celle-ci, je le rappelle. Vous allez pouvoir voir jeudi que je vais parler de The Thing. Mais du coup, maintenant que je l'ai, je ferai Indiana Jones en novembre. Régulièrement, on fera des petits dessorts, qu'on parlera de jeux vidéo qui inspirent des films. Merci beaucoup à toi, Yoboham, pour le Prime aussi, pour le sub. Pardon, tu déchires, c'est ton 4e mois. Voilà, Karim pour NTSC, faites-le en live avec un Skype pour Nico, non? C'est compliqué. Merci beaucoup à toi, Toaster Plus, pour le Prime. On en a discuté. Nico a envie d'avoir quand même le confort de pouvoir couper des morceaux. Parce que parfois, on se bouffe un petit peu la parole et tout, et il trouve ça plus confortable de vous le proposer en podcast simplement et pas en live. Voilà. Mais voilà. En parlant de films cultes, un avis sur Event Horizon. C'est le meilleur film de son réalisateur, mais ça veut pas dire grand-chose. J'aime bien Event Horizon. Après, c'est un film compliqué, Event Horizon, parce qu'il a eu une histoire compliquée aussi. Il n'est pas vraiment complètement fini, quoi, Event Horizon. Mais je trouve qu'il y a des jolis moments d'horreur existentielle, presque d'horreur cosmique, parfois, qui sont vraiment cool dans Event Horizon. Un cross inversé, tout à fait, c'est l'idée de Desork. S'il te plaît, un live concernant le film Soleil Vert, je veux juste ton avis éclairé, rien de plus. J'aimais beaucoup, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Soleil Vert, j'aimais beaucoup Soleil Vert. Je trouvais ça très cool. Beetlejuice 2, une bonne idée. Ils vont faire Beetlejuice, je savais même pas. Tu sais, je suis pas au courant, moi, de tous les remakes et les trucs qu'ils font, parce qu'à chaque fois, ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve. Non, ça m'énerve pas, mais à chaque fois, je me dis, à quoi bon? De toute façon, ça sera nul. Pourquoi pas un nouveau Beetlejuice? Bon, je m'en fous un peu après. J'aime bien le premier film, hein, mais c'est pas non plus une licence qui est très importante pour moi. Si, j'aime vraiment bien le premier film. C'est à peu près tout. J'aime bien la série animée. J'aime beaucoup le générique de la série animée. Je trouve qu'elle est très réussie. Merci à toi, Captain Flamme 19 aussi pour le sub, tu déchires. Beetlejuice, ça m'énerve d'avance. Mais oui, est-ce qu'il n'y aura pas Michael Keaton, j'imagine? Comment ils vont justifier le fait qu'il ait changé de gueule? Je parlais du remake de... Est-ce que tu peux répéter encore une fois que Starship Troopers est une merveille? Starship Troopers est une merveille. Starship Troopers est un chef-d'œuvre absolu d'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, Paul Verhoeven, qui a fait ce film-là, qui est un des meilleurs films de science-fiction de l'histoire de la science-fiction, qui est de façon en plus hallucinante, encore d'actualité. Visuellement, le film était magnifique à l'époque, somptueux, et il l'est tout autant aujourd'hui. Le propos du film est absolument génial, le sens du film est fantastique. Starship Troopers est effectivement un immense chef-d'œuvre. C'est une merveille, c'est un film que vous devez absolument avoir vu si vous aimez l'ASF, si vous aimez Paul Verhoeven, si vous aimez le cinéma tout court, il faut absolument le voir. Verhoeven a fait des bouses aussi, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette phrase. Tenshinban, j'espère que tu ne parles pas de Showgirls, qui est un film que moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien Showgirls. J'aime bien Showgirls, je trouve que c'est hardcore, hein. C'est hardcore. Je trouve que la performance de... Merde, j'ai oublié le nom de l'actrice. Qui lui a valu la fin de sa carrière quand même, parce que ce film s'est fait défoncer. Mais je trouve qu'elle est très bien. Je trouve que son surjeu est justifié par son personnage. Je trouve que Kyle MacLachlan est intéressant aussi. Je trouve que globalement le film est vraiment bien. Je trouve que c'est tétanisant parfois. C'est violent comme film, hein, quand même. Là pour le coup, Showgirls, plus que Starship Troopers, voilà, trigger warning, hein, c'est hardcore. Merci à toi, Matt0069, mais j'aime bien Showgirls. Voilà, et j'aime bien, j'adore. Alors Starship Troopers, c'est probablement un de mes préférés avec Robocop, effectivement. La chair et le sang, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Black Book, c'est excellent aussi. Mais ouais, non, mais Verhoeven, moi je trouve que c'est
des plus grands cinéastes de tous les temps. Je le trouve complètement ouf. La chair et le sang, si vous l'avez pas vu, c'est tétanisant aussi, quoi. C'est hyper violent. Total Recall, j'adore. Même si c'est un peu plus pop, finalement. C'est fou de dire ça de Total Recall, qui est quand même hardcore. C'est un peu plus pop que ce qu'il a l'habitude de faire, Total Recall. C'est mortel, Total Recall, putain. Rob Bottin, Total Recall, non, si je ne m'abuse aussi. Je dis pas de conneries, mais c'est Rob Bottin qui a fait les FX. Rob Bottin qui est connu pour avoir fait The Thing. C'est incroyables effets qui ne vieilliront jamais, qui sont complètement dingues d'ailleurs dans The Thing. Mais ouais, et donc Karim, avant de t'entendre parler, j'étais pas émerveillé par le cinéma et ta passion m'en a donné le goût, et pour ça je tenais à te remercier. Chapeau bas, merci beaucoup à toi Swan Khan. Je suis très content, c'est un superbe compliment que tu me fais. Basic Instinct, je trouve ça très bien. Très différent aussi, mais pareil, un vrai choc. Hein. Un vrai choc à l'époque, Basic Instinct, c'est aussi c'est dur. Hein. C'est pas du tout un film... Total Recall, meilleure adaptation d'un Philip K. Dick. Oui, mais j'adore de façon... Enfin, non, parce que déjà je suis un ouf, parce qu'il y a Blade Runner, donc je préfère Blade Runner, évidemment. Mais en vrai, Philip K. Dick, il a été vraiment bien adapté, parce que j'allais dire, j'adore Scanner Darkly aussi. J'adore Scanner Darkly, je suis très fan de Richard Linklater, et je trouve que Scanner Darkly, c'est une magnifique adaptation aussi de Substance Mort. Et j'adore Philip K. Dick aussi, hein. Je suis hyper fan de Philip K. Dick, je trouve que c'est un des plus grands auteurs de tous les temps. Mais du coup, oui, tu peux mettre Blade Runner, Total Recall et comment ça s'appelle, et Scanner Darkly c'est mon top 3 en tout cas des films. Que penses-tu de Hollow Man? Alors ouais, ok, Hollow Man, c'est moins bien. Hollow Man, c'est moins bien. C'est intéressant quand même. Hein. Je trouve que le film a été défoncé sur plein de trucs, mais il y a quand même aussi des trucs intéressants. Il y a les obsessions hein, du réal dans Hollow Man. Hein. C'est quand même... voilà. Mais je trouve que étrangement, voilà, mais le dernier film, L'Homme Invisible, qui est sorti, j'ai oublié le nom du réalisateur, j'en suis désolé, mais je trouve ça mieux que Hollow Man pour le coup. J'aime beaucoup. Voilà. Benedetta, c'était très très bien en vrai. J'ai adoré Benedetta aussi. J'ai trouvé ça vraiment réussi. Mais vraiment, j'adore Verhoeven. Hein, je trouve que c'est merveilleux. J'aurais du mal à faire un top des meilleurs films de Verhoeven tellement je trouve que tous ces films ont un intérêt. Voilà. Merci beaucoup à toi, Paul Jacob 75 pour le Prime.